Bonjour à toutes et à tous. On a un public aussi féminin aujourd'hui, merci. Merci d'être venus aussi nombreux, d'avoir bravé la chaleur pour nous retrouver. On est très content de vous retrouver physiquement parce qu'on communique par YouTube interposé beaucoup pour ceux qui nous suivent et on n'a pas toujours l'occasion d'aller plus loin. Et puis on remercie aussi Raphaël qui est parti, mais de nous accueillir ici. Pour avancer et essayer de vous permettre de comprendre un peu mieux des sujets, des idées de stratégie sur les marchés dérivés d'une façon générale. Et en particulier, aujourd'hui, le thème qui va nous intéresser, vous l'avez à l'écran, c'est de traiter le futur avec un stop garanti grâce aux options. Alors, on peut faire, et on le répète tout le temps, énormément de choses avec les options. C'est un mot qui fait un peu peur en France, en finance, encore aujourd'hui. Enfin, quand même, quand on ne connaît pas la finance, c'est un mot qu'on essaie de démocratiser, de faire comprendre. Encore une fois, tout le monde n'est pas fait pour travailler avec ces marchés-là. En revanche, quand on a fait un petit effort de compréhension, ça peut permettre de faire énormément de choses. On le répétera jamais assez. Évidemment, si on utilise mal les options, eh bien, on augmente son risque et on court. On a un risque d'avoir des pertes significatives. Si en revanche on utilise correctement les options, c'est au contraire un moyen de bloquer complètement son risque, de le connaître parfaitement. Et c'est ce qu'on va essayer de regarder ici avec l'exemple du trading sur le futur, avec le stop sur les options et d'essayer de mieux comprendre ça. Il faut rappeler que voilà, ces produits permettent au contraire, contrairement à ce qu'on peut penser, alors évidemment d'utiliser un effet de levier. C'est tout l'intérêt de l'effet de levier, c'est qu'avec une petite somme, on peut avoir une exposition beaucoup plus importante. C'est ça le principe. Évidemment, qui dit le corollaire de cet élément-là, c'est qu'on peut gagner plus, mais qu'on peut, par définition, perdre plus aussi si on s'en sert mal, si on l'utilise mal. En revanche, c'était avant tout, il faut le rappeler, un produit de couverture. Hein. Les premières options, c'était des produits de couverture sur les matières premières. Et on a adapté, fait évoluer ces marchés-là jusque dans les années 70 aux États-Unis, 80 en Europe, pour créer des produits qu'on appelle listés aujourd'hui et qui permettent donc de traiter sur les marchés actions, mais aussi indices, CIL, sur les produits de taux. On peut s'adapter à beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on voulait faire un petit focus sur cette spécificité du trading sur les futurs avec un stop garanti grâce aux options. Qui est-ce qui a déjà traité des futurs, des contrats à terme ici? Et des options? Ok, très bien. Donc, on voit voilà, la proportion de popularité de ces produits l'un par rapport à l'autre. Le futur est évidemment beaucoup plus simple, accessible que les options. En revanche, il y a une exposition qui est plus importante. Et la base et le cumul, c'est la plupart des stratégies professionnelles utilisent beaucoup de combinaisons d'options et de futurs entre elles. Et ça, c'est un des éléments et la façon dont on peut les utiliser qui paraît la plus pertinente. On se retrouve souvent sur le marché avec cette optique, cette orientation quand on fait du trading ou de l'investissement avec ce niveau de où est-ce que je mets mon niveau de perte. C'est indispensable que soit la stratégie qu'on a, d'envisager, c'est la phrase qui dit que on espère le meilleur et on se prépare au pire. Eh bien, c'est un peu l'idée aussi. Qu'on fasse de l'investissement, on a plus de marge, on va dire, ou du trading, où il faut fixer un point de sortie. Évidemment, le premier outil qu'on a pour se fixer ce point de sortie, c'est le stop loss, que vous connaissez tous par définition, qui est le point où on se dit qu'on a atteint la limite et que le scénario n'est pas valable et qu'on prend sa perte. Il faut le rappeler, un des éléments les plus difficiles en trading, c'est d'accepter de prendre sa perte et de se dire, voilà, le scénario n'est plus bon, je prends ma perte. On a toujours tendance à ne pas vouloir le faire, ça renvoie à ce fameux biais de disposition qui fait que eh bien, la douleur d'une perte est très largement supérieure au plaisir d'un gain. Et donc, on l'estime à un ratio de 2 pour 1 pour information. On va dire que quand vous gagnez 100 €, ça vous fait un certain niveau de plaisir. Et quand vous perdez 100 €, ça équivaut à un niveau de souffrance 2 fois supérieur à un gain de 100 €. C'est ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations où on ne va pas couper sa perte. Donc, en tout cas, comme on est d'accord sur le principe qu'il faut eh bien, mettre un point de sortie, il y a le stop loss. Maintenant, le stop loss, c'est toujours un casse-tête. Il y a le niveau sur lequel on va le faire. Évidemment, plus il est proche, plus c'est sécurisant, mais plus je risque de sortir souvent, de rater un mouvement, de me faire avoir par ce qu'on appelle des whipsaws, des mouvements dents de scie,
qui vont vous éjecter du marché et donc se retrouver sorti. Alors, il y a la règle de l'analyse graphique générale qui dit on se met à 1% du support ou de la résistance, ou jusqu'à 3% selon le mouvement, mais 3% ça peut être très important. Donc, il faut trouver des éléments. Il y a le SAR, donc les paraboliques qui sont pas mal et qui aident vraiment à réajuster et à resserrer son niveau de stop en fonction de la volatilité et du niveau des prix. Ça, c'est un outil qui est extrêmement intéressant. Il y a aussi une autre méthode qui est pas mal, qui consiste à utiliser l'average true range, l'ATR, dont le but est de justement, en fonction de la volatilité, de resserrer ou d'ajuster son stop et d'avoir un niveau de sortie qui ne tient pas à un niveau de support ou de résistance, parce que beaucoup des opérateurs regardent les mêmes niveaux de support ou de résistance et avant un chiffre, pendant une publication ou sur une annonce, il peut y avoir un contre-pied et les robots qui sont là très très bien paramétrés pour piquer du fric aux autres, robots et aux particuliers qui veulent investir, eh bien, sont parfaits pour déclencher un stop et puis déclencher les mouvements. Donc l'average true range, c'est l'écart de volatilité qu'on a connu historique cette fois précédemment et qui va permettre de déterminer un point de sortie rationnel. Donc ça peut être une solution. C'est toujours assez, on va dire, aléatoire et puis c'est pas une solution qui est assez nette, on va dire, ou alors qu'il est trop. Donc, on a aussi la question de savoir quand réentrer. C'est un peu ça apparaît dans le désordre, mais c'est pas grave, c'est l'idée. C'est que quand on a été stoppé, il y a aussi la question de savoir quand est-ce qu'on rentre. On voit qu'il y a un mouvement qui s'est mis en place, on a été prudent, on a respecté son modèle, on est sorti, ça c'est très bien. Maintenant, est-ce qu'on rentre? Ensuite, on a subi une perte. Donc, quand on vient de subir une perte, on n'est pas toujours aussi à l'aise, pas toujours aussi confortable pour repartir, ou on part avec cette idée qu'on a une perte. Et il y a ce mécanisme psychologique qui est très mauvais, que vous connaissez probablement tous, de se dire ah ben j'ai perdu du temps, il faut déjà que je récupère temps. Et ça, c'est ce qu'on a, ça peut déclencher des comportements pas excellents, ce qu'on peut appeler du revenge trading. On va aller se venger pour rattraper. On va aller avoir des objectifs de gain qui vont faire qu'on ne va pas travailler de façon mécanique avec son modèle, mais qu'on va aller traiter en fonction d'un gain qu'on escompte. Et donc, eh bien, si le trade qu'on a rapporte, je sais pas, 80 points, eh ben, on va essayer d'en gagner 100 parce qu'on voulait gagner les 100 points qui vont permettre de compenser une perte ou d'atteindre un objectif. Donc ça peut aussi mettre dans une situation qui n'est pas confortable. Et puis, il y a aussi les paramètres de gap et de slippage avec le stop loss. Vous avez une publication, il y a un chiffre, et le lendemain, eh bien, la publication est excellente ou très mauvaise. On ouvre avec un gap, un trou de cotation, et vous aviez, je sais pas, acheté une action à 10, elle ouvre, vous avez mis un stop à 9. Si elle ouvre avec 20% de baisse le lendemain, elle ouvre à 8, votre ordre est exécuté 20% plus bas. Donc voilà à peu près les éléments où fixer son stop, quels sont les et puis les problèmes que ça peut engendrer et déclencher d'avoir un ordre stop. Donc on a trouvé une solution pour vous et je vous laisse deviner ce que c'est. Les options. C'est vraiment le mécanisme qui permet de connaître exactement le point de sortie, quoi qu'il se passe, quel que soit le niveau du marché, quel que soit le moment, quel que soit l'état du marché ouvert ou fermé, vous connaissez exactement les éléments de sortie grâce aux options. Les options, on a vu, donc il y a peu d'entre vous qui ont déjà traité des options. On va le voir que dans cette optique de justement gérer une position sur un futur, donc une stratégie qui a du trading et qui est plutôt directionnelle, bien l'option va être très complémentaire et ça va être quelque chose en fait très simple à mettre en place, même si évidemment ça présente comme forcément toujours des inconvénients. Le ratio risque-rendement en bourse est toujours quelque chose à prendre en compte et donc il faut bien l'avoir en tête et vous allez voir que l'option apporte beaucoup d'intérêt de ce côté-là. Alors, on va prendre un petit exemple théorique sur un contrat futur sur le S&P. On considère que le S&P 500, donc l'indice large majeur américain, cote 5650 points. Moi, je décide d'acheter un contrat futur. Je suis complètement soumis à l'évolution de ce contrat. Donc, ça monte, je suis content, je gagne, ça baisse, je suis en perte potentielle ou latente en fonction du risque. C'est le schéma que vous connaissez tous qui avait déjà traité un contrat futur. Le marché baisse à 5600 points, j'ai acheté à 5650, je suis en perte latente en tout cas de 50 points.
Mais la solution, une des solutions, puisqu'on va voir qu'elle est à ajuster en fonction de ce que vous voulez faire et de votre stratégie, c'est de placer un achat de put. Donc, pour ceux qui maîtrisent mal les options, moi, pour me familiariser avec les mécanismes des options au début, j'ai toujours traduit cette phrase en français. Alors, acheter un put, c'est acheter une assurance, hein, tout simplement. C'est acheter le droit de vendre mon sous-jacent à un prix fixé à l'avance. Donc, si j'achète un put donc sur le sous-jacent évidemment sur lequel je travaille, si on parle d'un contrat futur sur le S&P, donc ce sera un put sur le S&P de prix d'exercice, en fonction du niveau d'assurance que je vais vouloir, qui va être le prix d'exercice réservé. Donc acheter un put 5650, c'est acheter le droit de vendre à 5650 le sous-jacent, quoi qu'il se passe. Donc c'est extrêmement clair, extrêmement simple. Ça va me permettre d'avoir cette garantie de stop. Et comme j'ai ce strike, ce prix d'exercice qui est fixé, je sais strictement à quel niveau je vais vendre. Donc, il n'y aura pas cette notion déjà d'écart, de slippage. Et puis, si il y a un tweet de Donald Trump dans la nuit qui annonce que va réaugmenter les tarifs douaniers, comme ça pourrait être le cas, eh bien, dans ce cas-là, on n'est pas soumis à un écart de marché qui va baisser de 3%, bien que le marché soit un peu plus raisonnable, enfin maintenant moins sensible aux annonces récentes, mais voilà, on ne va pas se retrouver avec un écart, une nouvelle, quelque chose qui va bien venir grever la position. On va avoir dans ce cas-là un prix de sortie garanti, donc une perte maximale parfaitement connue et pas l'écart lié au stop dans ce cas de figure-là. L'intérêt, c'est que tout au long de la vie de ma position, mon assurance court. Elle me permet de supporter, comme dans le petit schéma que vous avez là, une perte latente. Alors, bon, c'est très schématique, hein, ce n'est pas une stratégie d'investissement qu'on propose ici avec l'entrée à ce niveau-là, mais d'avoir cette protection en permanence et donc d'être beaucoup plus serein pour travailler. Il y a, dans ce cas de figure, voilà, le fait de passer en moins-value latente et de se dire, mais ma moins-value, elle est bloquée. Et moi, je peux travailler dans des conditions confortables. Je sais quel est mon risque maximal à partir du moment où j'ai pris cette position-là. Ça permet d'être moins collé à l'écran, ça permet d'être moins soumis à son émotion, ça permet d'être plus libre dans la gestion de sa position et puis de respecter son scénario de façon plus détendue. Alors évidemment, on va le voir, il y a un coût pour faire ça, mais on va comparer un peu de façon arbitraire. Il y a sûrement d'autres critères, mais les avantages et les inconvénients entre le stop loss et l'option. Le stop loss n'étant pas la seule alternative, hein. Il y a le stop qui peut servir de filtre ultime, et puis on peut décider de sortir de sa position avant le stop loss. Ça, c'est une autre réflexion possible. Le stop étant quelque chose qu'on ne veut pas atteindre. Donc, pendant longtemps, moi, j'ai considéré que le stop loss, c'était le niveau le pire et que on serrait les dents jusque-là. Et ben, on peut aussi tout à fait se dire que le scénario a l'air mal engagé, on peut déboucler sa position avant. Mais voilà les principales distinctions entre les deux. Avantage du stop loss, il y a un inconvénient. Avantage du stop, c'est que c'est très simple, hein. On choisit un niveau et au moins on sait où on est placé. On essaye de l'ajuster au mieux en fonction des différents critères qu'on a évoqués possibles au départ. Maintenant, l'autre avantage aussi, c'est que c'est gratuit. Il n'y a pas de coûts liés en dehors des frais de transaction à cette stratégie-là. L'intérêt de l'option, c'est comme on l'a dit, que le stop est garanti. C'est-à-dire que si j'ai pris un prix d'exercice 5650, le S&P peut ouvrir à 5000 points. Moi, je sais que je vends à 5650. Donc, je connais en fonction de mon point d'entrée, on va aller regarder comment on calcule sa perte max dans un instant, mais au moins, je la connais parfaitement. Évidemment, le stop est garanti. Ça évite le risque de gap. Ça donne une certaine souplesse aussi. Et puis, j'ai pas assez insisté sur cette partie-là, mais on parlait de gap, il y a aussi ce qu'on appelle les slippages, c'est-à-dire tout ce qui peut être décalage lié au coût de transaction et puis à l'optimum du point d'entrée ou de sortie. C'est-à-dire que quand moi je vise de faire une opération à 10, et bien parfois je ne vais pas acheter à 10 parfaitement, mais je vais acheter à 10,3 ou 10,4. Ça, avec le temps, on considère que ces éléments de slippage et puis les commissions, etc., peuvent coûter jusqu'à 30% de la performance à un moment s'ils sont mal gérés. Donc, c'est aussi à prendre en compte. L'option, ça permet aussi effectivement une certaine souplesse. C'est ce qu'on évoquait quand on est dans un scénario qui est possible, mais dans une période qui est un peu compliquée, par exemple justement avant des résultats, avant des chiffres, on sait que le marché peut être un peu nerveux. Et puis à l'annonce même de ces résultats, d'une publication macroéconomique, il peut y avoir des décalages de marché un peu brutaux et qui peuvent déclencher le stop de façon fortuite. Ben là,
je sais au moins que j'ai le temps de respirer pendant cette période-là et que je vais pas, mon ordre ne va pas être déclenché de façon arbitraire. C'est cette partie-là qui est importante, oui, sur le stop, qui est un des points négatifs. Donc, on le disait, c'est la contrepartie. Gap et slippage, le fait de ne pas être exécuté exactement au cours auquel je veux le faire. Parce qu'il n'y a pas que le gap d'ouverture, il peut y avoir des décalages qui font qu'il n'y a pas la liquidité, la contrepartie pour faire des opérations au niveau auquel je veux le faire. Alors, sur le S&P, on ne va pas avoir des décalages de 5%, mais j'ai déjà vu sur des indices un peu moins liquides comme le CAC 40 où il peut y avoir un peu moins de liquidité. Et si on a une position qui est un peu significative aussi, eh bien de ne pas trouver forcément tout de suite au prix pile auquel on s'est fixé la contrepartie. Alors, plus on fait des choses de façon large, plus on est tranquille avec cette notion de slippage. Mais si on fait des choses un peu précises, ça peut être un coût supplémentaire à prendre en compte qu'on ne rencontre pas avec les options. Et puis, il y a aussi cette idée de mort subite, c'est comme ça que j'appelle le niveau du stop loss. On a fixé un stop à 5610 points. À 5610 points, c'est exécuté, la position est sortie et c'est fini. Il n'y a plus de position et il y a la fameuse question de quand est-ce qu'on rentre. Alors que si on est avec une option, on peut toucher, tester ce niveau et prendre un peu de recul pour voir si le scénario qu'on a donc haussier dans l'exemple qu'on a pris ici se met en place ou si au contraire, on est plutôt en train de tester un niveau et d'éventuellement repartir, et donc de se laisser un peu de marge pour réfléchir et de ne pas être dans l'instantanéité, ou de laisser un mouvement, une annonce ponctuelle, eh bien, avoir son effet sur le marché et de prendre sa décision à froid, ou pas sur un extrême aussi. C'est-à-dire qu'on aurait mal réagi, et bien là, au moins, on a ce blocage. Donc, autre inconvénient du stop. L'option, l'inconvénient de l'option, c'est que c'est comme une assurance, donc il faut la payer. Alors, c'est un inconvénient, mais évidemment, c'est toujours ce ratio risque-rendement. On a toujours cette idée que quand on va prendre une assurance pour sa voiture, on se dit que bon, on le fait et qu'on est content de le faire. C'est un peu cette idée-là aussi. C'est quelque chose que Paul met beaucoup en place, cette idée de travailler avec une assurance. C'est quelque chose de pas uniquement directionnel et sans filtre. Ou alors, sont d'autres méthodes, mais dans beaucoup de cas et dans beaucoup de stratégies que Paul met en place, il y a toujours cette idée d'avoir une perte maximale qui va évidemment limiter le gain potentiel, mais qui va faire qu'on travaille de façon beaucoup plus sereine. Ça veut dire que quand un scénario ne se déroule pas comme on veut, au moins on a cette assurance qu'on ne va pas devoir gérer une mauvaise position. Et il faut toujours repenser à cet aspect psychologique des choses. Il y a envisager le meilleur, mais se préparer au pire. Et quand on travaille avec un scénario qui est bloqué, quand on a un scénario qui ne se passe pas de la bonne façon, au moins, il y a une limite dans le mouvement de perte, et cette limite-là, elle est extrêmement confortable, non seulement parce qu'elle limite la perte, ça c'est évident, mais pour l'aspect psychologique des choses aussi, puisque je ne vais pas être dans un état d'esprit de revanche, de stress, de devoir gérer une mauvaise position, d'hésiter à rentrer. Les choses vont être entérinées et donc au moins je connaîtrai ma limite. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant à prendre en compte pour l'aspect psychologique des choses qu'on oublie ou qu'on peut négliger parfois d'être dans cette idée d'assurance. Donc effectivement, c'est un inconvénient, mais oui, je l'ai presque tourné en avantage. Avoir une assurance, c'est quand même vachement plus relaxant. Et puis, il y a les frais liés à la transaction, évidemment, qui peuvent aussi donner une certaine limite à cette stratégie, en tout cas, qui viennent comme un inconvénient, si je puis dire, de cette possibilité. Et le dernier élément, c'est celui sur lequel j'insiste tout au long de cette présentation, c'est cette notion de sérénité. Si vous travaillez dans des conditions qui sont confortables, vous allez mieux travailler d'une façon générale. Ça paraît être évident de le dire, mais c'est quelque chose de le mettre en pratique et d'avoir cette liberté que de se sentir détendu pour travailler dans de bonnes conditions et être capable de bien appliquer son scénario et de bien le mettre en place. Voilà déjà quelques éléments là-dessus. Est-ce qu'au fur et à mesure, comme on a un petit peu de temps, déjà des questions sur ces éléments-là? Oui, sur les... Peut-être qu'on ne va pas dans le détail, mais sur les unités de temps. On y vient. Sur lequel ça n'intéresse pas. Oui, effectivement, on va justement y venir. En quelques éléments de pratique, oui, pour voir comment les choses se passent. En pratique, un futur à l'échéance, c'est égal à une option quand on raisonne à l'expiration. Donc, ça permet aussi de savoir quel niveau de couverture on peut avoir.
Donc ça, c'est assez pratique aussi. Les produits sont créés et développés pour fonctionner ensemble. Et donc, un contrat futur doit fonctionner sur le même sous-jacent avec les mêmes quotités. Donc, ça vous permet d'avoir un niveau d'exposition qui va être équivalent. Alors, attention, pendant la durée de vie de l'option, il y a un écart entre les deux. L'option à la monnaie ayant un delta, donc une vitesse de déplacement de la moitié de celle du futur. Donc, il va falloir être capable de hedger. Mais pour cette stratégie-là qui est assez simple, 1 pour 1 est un bon niveau d'équilibre. Sur l'exemple pris au début, dit qu'on prend une position sur un futur et en contrepartie une position sur une option. Oui. Dans les mêmes timings d'échéance. Pardon. C'est moi, j'aurais pas dû ouvrir les questions tout de suite puisque on y vient. Non, c'est ma faute. Quelle échéance choisir? Mais ça va dépendre de l'horizon de temps sur lequel vous allez travailler. D'une part, s'il s'agit de trading, des trading et de la plupart des opérations, si vous regardez tout simplement les volumes sur les marchés de futurs, 80% du volume est fait sur le mois en cours. Donc, si vous allez travailler avec une stratégie en utilisant une option, en général, on va prendre l'échéance en cours. Maintenant, si vous avez un horizon de temps plus long ou une stratégie qui s'approche, qui va basculer autour de l'échéance du marché dérivé en question, je vous rappelle que l'échéance des marchés dérivés, c'est le 3e vendredi du mois. C'est d'ailleurs aujourd'hui est un jour d'expiration sur les marchés dérivés. C'est une échéance trimestrielle. Et donc, c'est l'élément qui va jouer. Alors, on va choisir le moment où il y a de la liquidité. On peut prendre une échéance plus lointaine qui va avoir pour intérêt, pour inconvénient, de payer plus de valeur temps. On s'assure plus longtemps. Hein, c'est si vous assurez votre voiture pour un mois ou si vous l'assurez pour un an, ça n'a pas le même coût, bien entendu, puisque c'est le temps qui joue. L'intérêt de cette stratégie d'aller prendre une échéance plus lointaine, c'est qu'on va payer plus de valeur temps, mais qu'en revanche, si le marché stagne, on va perdre moins vite aussi de la valeur temps. L'assurance va perdre moins vite de la valeur, donc ça permet aussi d'équilibrer. Donc ça dépend en fait évidemment du scénario en fonction de l'unité de temps. Je rappelle que l'option, je finis, j'ai vu. Je rappelle que l'option, c'est ce qu'on appelle un wasting asset. L'option, c'est quelque chose qui perd de la valeur au fur et à mesure du temps qui passe. Quand j'achète une assurance pour ma voiture, eh bien, à chaque jour qui passe, j'ai perdu de sa valeur. Si mon assureur me demande de payer 500 € d'assurance en début d'année, si je m'assure que pour 6 mois, ça me coûtera 250 €. Donc, si rien ne se passe, mon assurance va perdre de la valeur tous les jours et vice-versa. Si plus je vais prendre une assurance lointaine dans le temps, plus elle va me coûter cher. Si je m'assure pour l'échéance en cours, ou j'achète un put sur l'échéance en cours, je vais la payer moins cher que si je paye l'échéance suivante. Si on parle si on prend des options pour couvrir des actions, ça va prendre des échéances plus loin. Qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend de la conséquence du marché, quoi. Ça dépend de ce que vous ressentez vous, en fait, l'anticipation que vous avez du marché. C'est-à-dire que si vous voulez protéger vos actions parce que il y a la Fed qui va annoncer, va faire son discours, bah, c'est peut-être pas la peine de prendre une échéance à 3 mois. Sur un 10, on peut prendre l'échéance à mois. Tandis que si c'est des gens sur les actions, pour prendre l'échéance 3 mois par rapport à ce qu'on pense que ça va faire. En protection ou encore une fois, moi je pense que l'échéance doit être prise en fonction de ce qu'on comme anticipation. Parce que si tu veux te couvrir sur un mois, parce que dans le mois qui arrive, il y a quelque chose, il y a des earnings, quelque chose comme ça, c'est peut-être pas la peine de payer l'assurance pour 6 mois, parce que tu vas la payer plus cher. Donc voilà, il faut. Alors, au niveau de l'érosion du temps, une option, elle n'est pas linéaire. Quand tu achètes une option pour un mois, si tu veux te couvrir sur 6 mois, tu ne vas pas payer 6 fois le prix de ton option un mois. Ça va être que 3 fois, par exemple. Donc, en fait, c'est vrai que, certes, en valeur nominale, elle est plus chère. Donc, au lieu de la payer 10, tu vas la payer 30. Mais tu ne payes pas 60. Ce n'est pas 6 fois un mois. Donc, c'est vrai que c'est plus intéressant, à la limite, de prendre une option à 6 mois, puisque tu ne la payes que 30. Et comme ça, tu es couvert plus longtemps, plutôt que de vouloir dire, je vais me protéger ce mois-ci à 10, et puis finalement, l'option arrive à expiration, je me reprotège à 10, et tu fais ça 6 mois, tu as dépensé 60.
Ouais, Donc, c'est pour ça que ça vaut le coup de se poser la question. Et effectivement, quitte à payer une option, si on a un horizon de temps un peu plus loin, prendre celle qui est plus long terme, on la paiera plus cher en valeur nominale, mais on n'aura pas besoin de rouler tous les mois ou tous les trimestres l'option. Et donc, au bout du compte, on paiera quand même moins cher son option. Il y a le critère de volatilité aussi qui peut influer sur l'option. Si il y a une grosse volatilité dans le marché, elle va se répercuter sur l'option plus lointaine. Et si c'est moins le cas, elle peut être plus volatile et donc plus chère à court terme et moins chère de façon plus lointaine aussi. Donc, voilà un élément. Voilà, à prix d'exercice égal, plus je vais aller loin dans le temps, plus mon option va coûter cher. Alors, j'ai fait une exponentielle, mais c'est vrai que c'est pas comme le disait Paul, c'est pas linéaire, et c'est pas parce que c'est à 6 mois. J'ai simplifié tout à l'heure en disant si mon assurance pour l'année me coûte 500, pour 6 mois elle me coûtera 250. C'est pas le cas sur le marché des options. On va faire payer plus cher la prime à court terme, et de rouler de 2 mois en mois, comme l'expliquait Paul, coûte plus cher que d'avoir une assurance qu'on va prendre sur une plus longue période. Quel delta choisir? Le delta, c'est la sensibilité de mon option, c'est le niveau de protection. Ça revient exactement à l'exemple de la voiture. Si je prends une option qui est à la monnaie, donc au moment où je prends mon exemple, c'est ce qu'on a fait, hein, on a acheté à 5650, et moi je prends une option de prix d'exercice 5650, je suis à la monnaie, hein, à la monnaie, hors de la monnaie ou dans la monnaie, selon le sens du marché que je sois. Donc, selon le scénario que j'ai pris, si je prends une option à la monnaie, par définition, à l'échéance, c'est une prime comme si je payais mon assurance au maximum. J'ai une assurance qui est tout risque sur ma position. J'achète à 5650 et j'achète une assurance à 5650. Bon, au moins, si ça termine en dessous, je sais quel est mon risque max à ce moment-là, avec le prix de l'assurance en plus. Maintenant, je peux décider aussi de prendre une option hors de la monnaie qui va se déplacer moins vite et qui me couvrira moins, mais qui va me coûter évidemment moins cher. Donc ça va dépendre aussi du niveau de protection qu'on veut obtenir, et on peut se laisser une marge, une plage de fluctuation. Dans l'exemple actuel où on disait qu'on achetait un futur à 5650, je peux acheter un put de prix d'exercice 5006 qui va me coûter moins cher, mais qui va me permettre qui va donc moins grever ma stratégie et ma performance, et qui va me laisser un peu plus de marge aussi. Donc c'est aussi selon sa sensibilité, sa stratégie, en fonction du niveau de protection qu'on veut obtenir, et donc de décider, et ça correspond exactement au principe de s'assurer tout risque. Et, si la voiture vaut 20 000 euros, je suis assuré tout risque, on va me rembourser pas 20 000 euros, mais la valeur au moment de l'opération, la cote de ma voiture au moment de l'incident. Au tiers, bon, c'est le principe que vous connaissez tous. Donc voilà, c'est aussi une question à se poser en fonction du niveau de protection qu'on veut obtenir. Ça a évidemment une incidence sur le coût de la stratégie. L'impact de la volatilité. Il faut aussi en tenir compte, on l'évoquait à l'instant. Si le marché est particulièrement stressé, cette stratégie-là, elle va me coûter plus cher, bien sûr, puisque le risque est plus important. Tout le monde est au courant. Si vous allez voir votre assureur alors qu'on annonce des tempêtes dans la région, il va vous faire payer une prime d'assurance plus chère. Évidemment, c'est exactement pareil sur les marchés. Même si vous avez un modèle de trading qui ne change pas, ce mécanisme d'assurance va avoir un impact sur le coût de l'assurance à l'instant T où vous allez décider de le mettre en place. Encore une fois, c'est toujours intéressant d'aller voir si dans le temps, on peut gagner un peu en volatilité, et voir si la volatilité peut être moins chère sur des expirations qui sont un peu plus lointaines éventuellement. Alors, calculer sa perte max, la formule, entre guillemets, elle est relativement simple. Si j'ai acheté un futur, c'est le prix auquel j'ai acheté mon contrat à terme, mon futur, moins le prix d'exercice que j'ai choisi. Donc, c'est là où je vais connaître mon niveau de perte maximale à ce moment-là, plus la prime de l'option que j'ai payée. Donc, c'est là où si je prends une option à la monnaie, ça va évidemment me coûter plus cher en termes d'assurance, mais où ma perte maximale va être bien moins importante. Donc, c'est le mode de calcul, et donc c'est tout l'intérêt. Et ça, c'est l'intérêt aussi de la formule, c'est que je sais exactement combien me coûte ma stratégie. Et encore une fois, c'est le seul marché qui vous garantisse de connaître exactement quel est le niveau d'entrée, de sortie, le niveau de perte exact, sans aucun autre élément ou paramètre qui vont venir polluer la position ou la situation.
Donc, c'est aussi le gros intérêt. Si évidemment, dans le mécanisme inverse où je serais vendeur stratégiquement de futurs, bah, là, c'est mon prix d'exercice moins mon prix d'entrée et c'est moins la prime de l'option qui va venir être décaissée de la stratégie. Donc, dans ce cas de figure, c'est le schéma inverse. Encore une fois, je sais exactement où je mets les pieds et quel est, quoi qu'il se passe, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, le risque sur mon marché. Je peux faire une parenthèse, Damien, ah, et bien sûr. Bon, tu peux revenir sur la slide d'avant, s'il te plaît. C'est juste pour schématiser donc ce que vient d'expliquer Romain par rapport à l'achat de futur, le prix d'entrée moins le prix d'exercice. Donc là, je vous ai mis dans le cas où je suis acheteur de futur et j'achète un put. Voilà, on prend le prix d'entrée de notre futur. Donc là, dans l'exemple que tu as mis, c'était peut-être 5600, mais j'ai mis 6650. Si j'achète un strike à la monnaie, donc c'est une assurance tout risque, en fait, je me protège vraiment la perte max. Donc là, si je fais futur moins mon option, enfin moins le strike de mon option, je suis à 6650, c'est mon prix d'entrée sur le futur. Ma protection est aussi à 6650, donc j'ai zéro perte. Zéro perte sur le futur, parce que j'ai acheté une assurance. J'ai acheté une assurance, je l'ai acheté 20 $, sachant que la quotité sur le futur du SP500, c'est 50 $. 20 x 50, ça fait 1000. Donc, j'ai dépensé 1000 pour m'assurer de tout risque. Donc, effectivement, j'ai rien perdu sur le futur, parce que je suis tout risque. Par contre, j'ai quand même dépensé mon assurance. C'est exactement comme dans la vie de tous les jours, vous achetez une assurance pour votre voiture. Si vous arrivez à un accident, on vous rembourse votre voiture, mais par contre, vous avez déboursé une prime. Ça, vous l'avez perdu. D'accord? Donc, alors, on verra tout à l'heure sur la plateforme, vous avez toujours ce qu'on appelle la prime de l'option, qui varie en fonction de la volatilité implicite, qui varie en fonction du délai qu'on choisit, du strike qu'on choisit. Et après, il y a ce qu'on appelle la quotité. Donc, par exemple, le SP500, vous faites un peu de futur déjà ou pas? Oui. Sur quel actif vous tradez? S&P. Ben, alors, le S&P, vous êtes d'accord avec moi que quand vous achetez un futur, s'il monte d'un point, vous gagnez 50 $. Eh ben, une option, c'est pareil. Si vous achetez une option, la prime de l'option, il faut la multiplier par le quotité du futur. Donc, une option, la prime que vous voyez affichée dans une chaîne d'options, elle va varier, donc elle va bouger. Par contre, vous, la somme que vous allez débourser, il faut penser à multiplier par 50. C'est la valeur du point. C'est la valeur du point, tout à fait. Et sur le Nasdaq, bah, ça va être 20 $ du point. Si vous faites du micro Nasdaq, ça va être 2 $. En fonction de, si vous faites du gold, ça va être 100 $. Voilà. Chaque futur a sa quotité ou la valeur du point qui est différente. Et donc, l'option, c'est la même chose. Voilà, tu peux, Romain, si tu veux reprendre. Merci d'avoir bien détaillé. Et puis, bah, évidemment, avant de laisser la parole à Paul, bon, on l'a déjà évoqué ensemble. Si on fait par le marché des options, encore une fois, en rappelant que si on utilise mal les options, c'est extrêmement risqué, surtout si on vend des options. À l'achat, au moins, on connaît son risque. Il faut faire attention à l'exercice et l'assignation. Voilà une partie des choses qu'on peut faire. On peut se protéger, ça on vient de le voir par notre exemple, protéger une ligne de titre, protéger une stratégie aussi en trading, comme on vient de le préciser ici. On peut éviter les stops. J'espère que c'était clair. Je pense que oui. S'assurer de son prix de vente exact avec une option, de la même façon. C'est le principe du prix d'exercice. On sait exactement les choses. On peut aussi dynamiser, ce n'était pas le cas de l'exemple qu'on a appris ici, mais ça peut être aussi le cas de dynamiser une stratégie, de donner du levier à une stratégie, encore une fois, en bloquant un risque, d'optimiser un prix de revient, optimiser sa stratégie, de se laisser aussi éventuellement de la marge et puis de travailler avec ou sans tendance. On le rappelle, souvent on insiste beaucoup là-dessus. Le principe, et vous l'avez vu avec le petit schéma sur l'évolution du temps, plus le temps passe, plus l'option perd de la valeur. Donc le vendeur d'options a en sa faveur cet élément qui est extrêmement important. Et c'est le seul produit, les options, qui permettent de commencer par être vendeur d'options de vente ou vendeur d'options d'achat, vendeur de call ou de put. C'est tout l'intérêt de la stratégie d'options, c'est aussi tout le risque que ça représente. Mais vous pouvez vous positionner grâce à la vente d'options comme l'assureur.
vous n'êtes plus l'assuré qui prend une exposition directionnelle et qui subit l'érosion du temps. Or, on le répète aussi souvent, mais c'est une statistique qui est importante, le marché ne fait rien, n'a pas de tendance, et dans une grande partie du temps, on l'estime entre 30 et 60% du temps, ce moment où il ne se passe rien sur les marchés, il n'y a pas de tendance et il n'y a pas de mouvement directionnel fort. Et donc, l'absence de tendance est vraiment quelque chose. Ça permet aussi d'exploiter sur un excès de marché la possibilité de se dire de rentabiliser une position en titre en vendant une option qui va vous permettre d'apporter du rendement et du revenu. On a fait une petite vidéo sur le sujet récemment qui vous intéressera et qui donne des statistiques qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Ça permet de diversifier évidemment ces positions et ça permet de diversifier aussi en termes de stratégie. C'est-à-dire qu'on peut avoir des expositions dans un sens ou dans un autre et jouer avec une probabilité statistique qui est extrêmement intéressante et puis d'accéder à des sous-jacents qui ne sont pas toujours faciles d'accès en directionnel avec un compte classique ou avec des produits classiques ou qui sont réservés à des professionnels ou à des institutionnels pour des questions de taille entre autres. Et puis, ça permet d'exploiter le temps, on l'a dit largement, et puis d'exploiter le stress ou la détente du stress, donc d'exploiter la volatilité ou la détente de la volatilité. On peut créer des stratégies qui vont permettre de travailler sur une hausse ou une baisse de la volatilité et donc de s'exposer en fonction de son scénario de marché et puis des cas extrêmes, des cas de figure extrêmes qu'on peut rencontrer dans le marché. Et puis, on peut évidemment créer des stratégies et des combinaisons de stratégies autant qu'on en souhaite. Je ne sais pas comment existe de stratégies type ou de base. Je ne sais pas si tu as une idée du… Mais 10 ou 15, mais de base, vraiment. Voilà. Après, de toute façon, moi, je dis toujours que les stratégies, elles sont… Enfin, la limite des stratégies, c'est notre imagination. Voilà. Donc, et donc, on peut faire des choses extrêmement simples. Hein. J'ai un portefeuille d'actions qui est représentatif du CAC 40. J'achète un put avant de partir en vacances parce que je vais être tranquille. Ça, c'est vraiment la base. Je veux vendre du call face à une ligne de titre qui a beaucoup monté et je me dis que je vais la rentabiliser en faisant ça et gagner le temps. Je peux commencer par des choses comme ça et puis avec des stratégies à plusieurs jambes, plusieurs pattes où je vais pouvoir combiner des positions d'options entre elles pour avoir une exposition ou pas d'exposition. Et c'est ce qu'on essaye de faire et de vous proposer dans les scénarios qu'on vous propose chaque semaine, de vous donner des idées en fonction d'un scénario de marché qu'on va essayer d'adapter, juste ou pas, mais au moins avec un point d'entrée, un point de sortie, un risque qu'en général on estime connu. Et c'est surtout ça qu'on veut essayer de faire comprendre avec ce mécanisme des options, c'est qu'on n'a pas toujours raison, même si la faveur de la vente d'options est extrêmement, enfin la statistique de la vente d'options est extrêmement favorable, mais qu'en tout cas on a un point d'entrée et une perte max et de toujours travailler dans ce système de limiter son risque et son exposition. Encore une fois, d'envisager le pire et c'est toujours impossible de le prévoir, mais donc de travailler avec cette tranquillité fait qu'on est beaucoup plus performant et qu'on fonctionne de façon extrêmement positive et extrêmement détendue. Et donc, on améliore les choses grâce à l'état d'esprit dans lequel on le fait. Il y a des stratégies qui fonctionnent, mais qui nécessitent d'encaisser beaucoup de pertes. On ne fonctionne pas de la même façon quand on a encaissé beaucoup de pertes. Et là, les modèles et les éléments que Paul met en place, notamment puisque c'est vraiment lui qui a mis au point des stratégies d'options backtestées avec un taux de succès par le passé, permettent d'enregistrer des performances et une régularité et une récurrence que seules les options permettent parce que on a quelque chose déjà qui a été testé empiriquement, donc qui permet de se dire que par le passé, on a une probabilité statistique, même si, vous connaissez la phrase par cœur, les performances passées ne préjugent pas les performances à venir, mais au moins, il y a cet élément statistique qui aide, et puis cette récurrence dans le gain, qui même si on pourrait se dire « Ah, sans la protection, j'aurais gagné beaucoup plus », mais fait qu'on travaille de façon beaucoup plus confortable, et c'est aussi ce sur quoi on veut insister. Il n'y a pas un investisseur institutionnel sérieux qui va investir sur des positions en centaines de millions, voire milliards, et qui va prendre une position directionnelle pure sans avoir un filtre et un coupe-circuit à un niveau de protection. Ce serait aberrant, puisqu'on essaye de vous faire comprendre, de vous proposer, et de vous permettre de travailler dans de bonnes conditions et que aujourd'hui, vous ayez vous aussi les mêmes possibilités que ce que font les professionnels. Très bien. Passer sur la plateforme, montrer un peu. Et donc, juste une question sur quand on parle des futures options, on est forcément sur les mêmes échéances? Non.
Non, typiquement, on parlait du futur SP500. Le futur SP500, son échéance, c'est tous les trimestres. Donc là, on est le 20 juin, donc là, il faut laisser tomber celui du mois de juin, il faut prendre celui du mois de septembre. Donc tu vas trader le futur du mois de septembre. Par contre, tu peux t'assurer sur fin juin, début juillet, mi-août, avec une option à échéance fin juin, début juillet, mi-août. Comme c'est toi qui choisis ton option. Maintenant, les marchés sont extrêmement liquides sur les marchés américains. Il y a plein d'échéances toutes les semaines, voire même tous les jours. Donc le contrat futur, c'est forcément celui qui est le plus liquide et c'est un trimestriel sur le marché américain, sur les indices. Par contre, l'option, elle, tu peux la choisir en daily, en weekly, en monthly, ou encore plus long terme, si tu veux prendre 6 mois. Tu peux prendre 6 mois. Par contre, bon, tu peux quand même rester sur le futur, parce que ça va être le plus liquide. Et après, tu pourras rouler ta position sur le futur, éventuellement, sur du plus long terme. Mais voilà, au niveau des options, tu fais ce que tu veux. Tu rentres quand tu veux, tu sors quand tu veux. Une option, c'est un actif qui se traite sur les marchés exactement comme un futur. Donc, c'est extrêmement liquide. Tu rentres, tu sors. Il y a des market makers qui sont là pour assurer la liquidité. Et donc, plus tu trades un actif liquide, comme le SP500, les indices américains, les actions américaines les plus liquides, Apple, Amazon, etc., plus c'est facile de rentrer et sortir sur le marché. Voilà, faut éviter les actifs moyennement liquides, mais voilà, c'est. En tout cas, il y a vraiment au niveau du choix de l'échéance, c'est toi qui détermine en fonction, encore une fois, de ton anticipation. Ouais, Nasdaq. Ouais. J'ai vu quelques-uns d'entre vous prendre des photos. Si jamais vous voulez les slides, vous allez sur notre site, vous allez sur la partie contact, vous nous faites un petit message. Voilà, je suis monsieur machin, madame machin, et je suis participé à la formation. Merci de m'envoyer les slides. Et on fera suivre. Voilà. En début de présentation, Romain vous a demandé combien d'entre vous avaient déjà fait des options. Vous êtes peu nombreux à lever la main. En fait, vous auriez tous dû lever la main parce que vous avez tous acheté une option. Vous avez tous, on prend toujours l'exemple de l'assurance de voiture. Pour moi, c'est le meilleur exemple. Vous avez tous assuré votre voiture ou votre vélo, votre maison, ce que vous voulez. Mais donc, en fait, vous avez tous acheté une assurance un jour ou l'autre. Et les options, ça paraît compliqué, mais en fait, c'est pas plus compliqué qu'une assurance. Voilà, c'est exactement assurance de voiture. Pour moi, c'est parfait. Vous avez une voiture, vous voulez l'assurer, vous décidez de la durée sur laquelle vous l'assurez. Si vous partez en vacances pendant une semaine, vous allez prendre une location, vous allez l'assurer pour une semaine. Vous n'allez pas la prendre une assurance pour 3 semaines ou un mois. Si c'est pour votre voiture personnelle, c'est sur un an, on roule l'assurance. Et pareil, pour le prix, le strike, c'est à vous de déterminer si vous voulez être assuré donc pour votre voiture tout risque ou au tiers. Et sur les marchés financiers, c'est pareil, vous décidez quel niveau d'assurance vous souhaitez pour votre actif. Une assurance de voiture, on ne s'assure pas parce qu'on sait qu'on va avoir un accident. On s'assure au cas où. Quand on rentre sur les marchés financiers, quand on achète un futur ou une action, on ne se dit pas je vais prendre une option parce que le marché va baisser. On se prend une option parce qu'on dit au cas où que mon scénario il n'est pas bon, j'aurai une protection en place. Mais normalement, on n'a pas besoin de cette option qu'on prend. On n'a pas besoin d'un stop loss. Mais on le place quand même parce que les marchés ne nous donnent pas toujours raison et on veut éviter le pire. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on s'assure. Oui. On peut faire ça, oui, tout à fait. C'est-à-dire que si vous déterminez un stop loss à 100 points, par exemple, bah vous êtes là dans mon exemple, j'ai pris une assurance tout risque. Je me suis assuré au même prix que le prix d'entrée. Ce n'est pas forcément la meilleure idée, parce que je vais payer l'option plus cher. On peut se dire, moi, j'ai un stop loss à 100 points, donc plutôt que d'acheter une option qui va me coûter cher, je vais prendre une option à mon stop loss théorique de 100 points, je vais la payer beaucoup moins cher. Et par contre, l'avantage de cette stratégie, c'est que, comme le disait Romain tout à l'heure, si le marché me donne tort dans la semaine qui suit, une fois que mon stop loss est touché, malheureusement, je suis sorti du marché. Mais je ne sais pas si ça vous arrive souvent. Moi, j'ai souvent raison, mais trop tôt. Et donc, le marché il va me taper mon stop et après, il repart, sauf que je ne suis plus dedans. Alors qu'avec une option, le marché il est parti toucher le stop théorique, mais comme en option, elle a encore une durée de vie qui est suffisante, après, le marché repart et finalement, mon trade est gagnant. Alors, j'ai abandonné un peu de plus-value à cause de la prime de l'option que j'ai dépensée, mais mon trade est gagnant. Et si vous faites un petit peu le bilan de tous les trades que vous avez fait où votre stop loss a été touché, mais qu'après c'est reparti et vous étiez plus dedans,
je suis persuadé que vous allez vous rendre compte que finalement, ça vaut le coup de prendre une assurance parce que le nombre de trades gagnants que vous auriez pu faire, finalement, vient compenser les pertes que vous avez fait, compenser les primes d'options que vous auriez déboursées. Parce qu'une option, c'est pas parce qu'on achète une option, si après le futur monte, je prends mes bénéfices sur le futur, mais l'option, elle vaut encore quelque chose si elle n'est pas arrivée à expiration. Donc, cette valeur, elle est plus faible, bien entendu. Hein. Le marché est monté, donc l'option, elle a perdu de la valeur, mais il reste un petit quelque chose. Donc, il est rare qu'on perde 100% de la prime de l'option quand on la prend en protection. Il faut la sortir en même temps qu'on sort sur le futur, et donc on récupère quelque chose, donc on ne perd pas la totalité de la prime. Donc, si vous faites du futur et que vous faites des options avec WH Self Invest, vous allez avoir la plateforme de TWS d'Interactive Broker comme moyen de trader des options. Alors après, vous avez Freestocks, mais là, on n'est pas sur les futurs, on est sur les actions. Donc, il faut commencer par ouvrir ce qu'on appelle la plateforme, alors, le module qui s'appelle Option Trader. Donc, vous faites New Window. Alors, moi, je suis en version anglaise, hein, je m'excuse. New Window, Option Trader. Et donc, après, vous arrivez sur cette page-là. Il faut choisir l'actif sur lequel vous allez trader. Donc, j'ai entendu quelqu'un tout à l'heure qui parlait du SP500. Dans notre exemple de slide, c'est aussi le SP500. Alors, il faut connaître les codes, c'est plus simple. C'est IS pour le futur, du SP500. Alors, vous avez les micros pour ceux qui veulent commencer à trader des futurs, mais des petites tailles pour se faire la main. Vous avez les micros futurs, donc MES pour le futur SP500, MNQ pour le Nasdaq. Et donc, vous divisez par 10 la valeur du point. Donc, au lieu de 50 $ pour le SP500, vous n'êtes que sur 5. Et au lieu de 20 $ pour le Nasdaq, vous n'êtes plus que sur 2. Il y a l'équivalent pour les options aussi. Il y a l'équivalent pour les options. Il y a moins d'échéances, mais c'est quand même tous les vendredis. Il y a une option sur les micro-options. Sur les gros contrats, c'est tous les jours. Mais pour débuter, voilà, ça permet de se faire la main. Et donc, vous tapez le code, vous faites entrer. Et ensuite, la plateforme va vous proposer différents choix. Vous prenez futur. Vous choisissez. Alors, il vous demande quel contrat vous voulez prendre. Le plus simple, c'est toujours prendre continuous. Ça n'impacte pas après la suite des options. Et donc, il charge la chaîne d'options. Et donc, voilà, au niveau des options, vous avez toutes les échéances qui sont là. Alors, s'il n'y en a pas assez, vous cliquez sur More ici et vous pouvez faire apparaître, si vous le souhaitez, les weekly et les quarterlies. Et donc, voilà, vous allez avoir toutes les options. Et vous voyez que j'en ai 2 aujourd'hui parce que j'ai une qui est sur le contrat qui s'arrête aujourd'hui et une qui s'arrête sur le contrat de septembre. Donc, ça, voilà, une fois tous les trimestres, vous aurez le choix entre 2 options. L'expiration trimestrielle pour les sorcières, les 4 sorcières, mais sinon c'est voilà, une option, une expiration par jour. Et donc là on est sur lundi, mardi, et ainsi de suite. Après, vous voyez, dans More, vous avez toutes les dates qui sont possibles. Et alors, encore une fois, le choix de l'échéance, il est en fonction de votre anticipation. Si vous êtes quelqu'un qui fait du day trading ou du swing trading sur quelques jours, il est évident que vous allez prendre des options qui sont alors soit aujourd'hui, soit éventuellement 2, 3, 4 jours. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui fait des positions trading, dans les positions qui durent sur plusieurs semaines, vous allez prendre des options qui sont sur du plus long terme. En day trading, on prend l'option du jour c'est conseillé, oui. Comme ça, vous débouclez dans la journée. Alors éventuellement celle du jour ou celle du lendemain, mais bon, si votre objectif c'est vraiment d'être sorti en fin de journée pour être tranquille, bon, autant prendre l'option qui est du même jour. C'est plus simple. Alors non, chez nous, c'est 22 heures. Enfin, si on traite le marché américain, c'est 22 heures. En tout cas, pour l'option. Si on prend une option daily, l'option s'arrête à 22 heures. Le futur, lui, il continue de côté, mais pour l'option, la protection, ça reste à 22 heures. Alors, le marché futur, marché extrêmement liquide, ouvert 24 heures sur 24, ou presque 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7. Les options sur les marchés américains, c'est pareil. C'est-à-dire que le futur, il ouvre, l'option, il ouvre. Ça va de pair. Donc, on a tout le temps une option qui est à disposition pour trader, pour se couvrir. N'importe quelle heure du jour ou de la nuit, vous pouvez entrer en position ou sortir de position. Je plaisante pas en disant n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Hein. C'est vraiment là, les marchés ils ouvrent dans 1 heure. Vous voyez au niveau des strikes, on a
des strikes tous les 5 points, donc on a une granularité des strikes qui est extrêmement précise. Alors plus on s'éloigne dans le temps, moins c'est précis. On va être après 10 points, 25 points, mais voilà, sinon quand même, on arrive à se protéger vraiment de façon assez précise. Et les options sur les futurs cotent également 24 heures sur 23h30 sur 24. Sauf le samedi et le dimanche. Le spread, il est énorme. Le spread, il est énorme, tu trouves? Bon, là, ça bouge un petit peu, mais 30, il y a 2 $ d'écart. Sur les autres. Ça dépend le niveau de protection que tu choisis. Attends, ça, je vais prendre celle d'aujourd'hui. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, une chaîne d'options, normalement, sur les plateformes, des bonnes plateformes, c'est toujours le même principe. Vous avez toujours le sous-jacent qui va être en haut, qui va vous permettre de savoir où est le niveau de sous-jacent que vous êtes en train de trader. Et vous avez en dessous, bon là il y a différentes informations qui sont affichées comme la volatilité implicite, des choses comme ça, mais le plus important c'est de regarder les puts à droite et les calls à gauche. C'est toujours pareil. Vous avez très souvent également une distinction de couleur entre ce qu'on appelle les options en dehors de la monnaie et celles qui sont dans la monnaie. Donc encore une fois, c'est une question de niveau de protection. Donc quand c'est en dehors de la monnaie, c'est assurance au tiers. Quand c'est dans la monnaie, c'est assurance tout risque. Vous pouvez en termes de mémo technique, vous pouvez partir là-dessus. Et donc, on voit que plus on est assuré au tiers, et ben moins c'est cher, comme dans la vraie vie. Et plus on est protégé de façon importante, et plus c'est cher. Donc, comment est-ce qu'on fait pour protéger un futur? Alors, il y a 2 façons de le faire. Enfin, ça dépend du sens que vous êtes positionné sur le futur. Si vous êtes à l'achat d'un futur, il faut acheter un put, parce que le put vous protégera sur l'achat de futur. Si vous êtes positionné en vente à découvert sur le futur, il faut acheter un call. Dans ce cas-là, le call vous protégera de votre vente à découvert. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le futur synthétique? Oui, si vous achetez un futur, vous achetez un put, c'est un call synthétique. Voilà, tout à fait. Et si vous vendez un futur et que vous achetez un call, c'est un put synthétique. Exactement. Donc, si on fait un exemple, on va acheter le futur. Donc là, je ne m'embête pas, je vais l'acheter, attends, hop, 150. Hop. Voilà. Donc, j'ai été exécuté à 6049. Donc, ça, c'est mon prix d'entrée, 6049. Donc, la protection tout risque, ça va être 6050, parce qu'on est vraiment à un point près. Et donc, comme j'ai acheté un futur, je vais acheter un put. Donc là, c'est pareil, je ne me pose pas de questions, j'achète. Alors, comme j'ai acheté un futur, j'achète une option. D'accord, oui, il n'y en a pas plusieurs sortes à 6050. 6050, c'est le prix d'exercice auquel je décide de me protéger. Après, voilà, 6050, il n'y en a qu'un. Par contre, si je veux une protection qui soit meilleure, bah, je vais acheter le 6055 ou 6060, 6065. Et si je veux une protection, alors par contre, je vais la payer plus cher. Vous voyez, au niveau du prix, on est à la 6050, elle est à 16,75, 17. Bon, bah, au-dessus, c'est 19, 22, 25, et ainsi de suite. C'est plus cher. Mais je suis mieux protégé. Par contre, si je veux une protection qui soit plus faible, qui soit au tiers, bah, je vais éloigner mes strikes, donc 1045, 6040, etc. Mais je vais la payer moins cher. Et donc là, si je regarde maintenant mon portefeuille, on voit que j'ai été exécuté sur mon futur et mon option. Donc j'ai mon futur qui est ici. Voilà, je suis rentré à le vrai prix d'exercice, enfin pas d'exercice, le vrai prix d'entrée c'est 6049,25 et je suis protégé à 6050. Donc là, alors les options, si vous êtes bon en calcul mental, c'est plus simple. Si vous êtes moins bon, bah, il faut prendre une calculatrice. Mais sinon, comme on disait tout à l'heure, comment est-ce qu'on détermine son risque? Ben, je suis rentré sur le futur à 6049,25, donc 6049,25. Ça, c'est mon prix d'entrée. Donc là, je n'invente rien, je prends simplement les chiffres qui sont sur la plateforme. Hein. Je soustrais le strike auquel je suis rentré. Donc le strike, c'est le 6050, donc, moins 6050. Oups, j'ai oublié le moins. Voilà.
Donc, moins 0,75. Donc, en fait, là, je vais être mieux protégé de 0,75 points. Pas beaucoup, mais c'est toujours ça de prix. Donc, effectivement, 50. Donc, en fait, là, j'aurai une protection qui va être meilleure si jamais je me suis trompé et que le futur descend. En fait, en m'assurant comme je me suis assuré, je vais gagner 37,50 $ sur mon futur. Mais, il y a un mais, j'ai dépensé de l'argent pour assurer cette position. Et j'ai dépensé combien? J'ai dépensé 16,50. Donc 16,50, malheureusement, ça, c'est la prime de l'option qui doit être multipliée par la valeur du point du futur, donc fois 50. Ah, j'ai encore oublié. Non, ça. Fois 50. Donc en fait, j'ai dépensé 825 $ pour me protéger. Alors, ça, c'est une somme d'argent que je ne retrouverai pas. Je l'ai perdue. Si je la garde jusqu'à l'expiration et que je laisse expirer, hein, je vais la perdre, mais j'ai gagné 37,50 $. Voilà. Donc en fait, ma vraie perte, ça va être 787,50. Mais grâce à ça, je n'ai pas perdu d'argent sur mon futur. Voilà. C'est comme une voiture. Vous l'assurez tous les ans et chaque fois que vous lâchez à l'assurance des sous, vous ne les retrouvez pas, sauf si vous avez un accident, on vous rembourse votre voiture. C'est le principe de l'assurance. Comme vous aviez les options, vous ne pouvez pas le calculer avant de prendre l'option de dire. Si, alors le calcul que je viens de faire là, on peut le faire avant. Voilà, je l'ai fait après parce que l'avantage de le faire après, c'est que j'ai des chiffres fixes parce que je suis rentré à tel prix, donc c'est facile c'est plus facile pour moi de le calculer rapidement. Non, justement, je le fais doucement pour expliquer. On peut le faire avant, mais vous avez vu, les prix fluctuent un petit peu, donc on ne sera pas tout à fait, en termes de précision, on ne sera pas tout à fait précis puisque on va le faire à un instant T, mais l'instant d'après, si on met 2-3 minutes à calculer, en 2-3 minutes, le prix du futur a bougé, le prix de l'option aussi. On ne sera pas très loin, mais ça ne sera pas tout à fait les prix qu'on a calculés. On ne sera pas très loin. On a une idée, tout à fait. Ouais, ouais. Si, donc alors je vais le refaire parce qu'une fois que alors, oui, les pertes et profits. La courbe, ouais. Alors, je vais vous le refaire. Là, alors quand on veut, alors c'est pas ce que je pense que je voulais faire. Quand on veut faire une combinaison d'options dans la plateforme, il y a ce qu'on appelle un strategy builder. Donc dès qu'on met plusieurs pattes, on appelle ça des pattes, plusieurs jambes, on va devoir utiliser le strategy builder pour que la plateforme puisse savoir que vous faites une stratégie spécifique. Et donc là, si j'achète le futur, normalement, ah oui, mais il faut que je fasse ça. Voilà. Non, parce que là, vous voyez, il y a deux lignes différentes. J'ai une ligne de futur et en dessous, j'ai une ligne d'option. Elles ne sont pas rattachées. Comme elles ne sont pas rattachées, lui, il ne peut pas savoir que c'est deux trades qui vont ensemble. C'est pour ça que c'est mieux de le faire à ce moment-là. Il vaut mieux le faire dans le pricer. Comme ça, il est là, quand on le fait ici en stratégie builder, là, il va comprendre qu'on le fait ensemble. Et donc, si je reprends mon put, 6050, voilà. Et donc là, si on fait profil, normalement, si ça fonctionne bien, alors des fois, il est un peu long. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Bon, c'est pas de chance, ça ne marche pas. Hop, on va essayer. Pourquoi ça ne marche pas? Je suis sûr qu'il y a septembre. Alors, soit c'est parce qu'il n'y a pas une bonne connexion, soit des fois ça ne marche pas. Ah, c'est malheureux. Je vais laisser réfléchir. Je vais essayer de faire sur un autre actif pour voir. Le problème, c'est que si je fais qu'une option, il n'y aura que le PNL de l'option. Il n'y aura pas le prix complet. Je vais essayer sur le Nasdaq pour voir si des fois ça vient de l'actif. Je vais essayer de prendre une autre échéance pour voir. Non. Pourquoi? Ah oui. Échéance 51.
Ah bah c'est malheureux, il veut pas. Alors, il peut arriver que des fois, il attend l'ouverture du marché pour que ça fonctionne. Normalement, non sur futur, mais de ton côté, tu peux essayer pour voir, s'il te plaît. Alors, ça, je dirais, c'est à chacun de voir comment il trade. Il y en a qui vont utiliser, tout à l'heure, après nous, il y a le market profile. Donc, il y a des gens qui vont utiliser le market profile, des gens qui vont utiliser l'analyse technique, encore d'autres techniques. Donc, à vous d'avoir une technique d'intervention sur les marchés. Et l'option, après, vient en protection, vient après, quoi. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une technique du temps qui passe, plus le temps passe, plus vous empêche. Alors, moi, personnellement, je fais beaucoup de ventes d'options. Pas que, mais beaucoup. Parce que, comme le disait Romain tout à l'heure, c'est vrai que la vente d'options permet de gagner souvent et gagner plus facilement. Les assureurs, ils ne sont pas à plaindre. Hein. Les assureurs, c'est des vendeurs d'options. Ils gagnent beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils vendent beaucoup d'options, beaucoup de primes qui finissent sans expiration. Donc, ils encaissent les primes et de temps en temps, ils doivent rembourser quelqu'un. Et en plus, les assureurs, ils font le maximum pour ne pas rembourser correctement. Sur les marchés, c'est plus compliqué. Mais parce que là, au moins, il y a une chambre de compensation, c'est régulé, donc c'est centralisé, il y a des règles, donc on ne peut pas échapper aux règles. Mais voilà, les assureurs ne sont pas à plaindre. Et bon, c'est vrai que c'est plus facile de gagner de l'argent en vendant des options, mais il y a un risque qui est plus grand, parce que quand on paye une prime d'option, le seul risque qu'on a en tant qu'acheteur, c'est le montant de la prime. On ne risque rien d'autre. Quand on se transforme en assureur, votre assureur, si vous lui donnez 500 € par an pour assurer votre voiture, mais le jour où il doit vous rembourser votre voiture, il sort 20 000 d'un coup, quoi. Donc voilà, vendeur d'options, il y a plus de risques. Mais si on fait, ouais, pareil, peu importe, même des fois les deux en même temps. On peut, si on, là en ce moment, lundi dernier, on a proposé sur notre vidéo du lundi, on a proposé une stratégie Iron Condor, donc de stratégie neutre, neutre en haut, neutre côté call, neutre côté put, parce qu'on pense que le marché, enfin, je sais pas qu'on pense. Moi, j'utilise le backtest, donc j'ai une alerte qui est arrivée le vendredi, qui m'a dit, voilà, il y a un Iron Condor à mettre en place maintenant, qui donne 90% de réussite dans le passé. Alors, je la prends ou je la prends pas, après c'est à moi de décider, mais moi, à partir du moment où j'ai un backtest qui me dit qu'il y a 90% de réussite, c'est pas une garantie que ça marche, mais si on me dit que ça va marcher de 9 fois sur 10 pendant, je sais pas, 50 trades, j'espère, je croise les doigts pour que le 50e trade, il marche aussi. Donc, ça évite comme ça d'avoir des intuitions qui sont pas forcément bonnes. Alors, j'aime pas dire que j'ai créé une stratégie parce que j'ai rien créé, j'ai rien inventé. Un Iron Condor, ça existe depuis très longtemps. J'ai simplement testé un Iron Condor selon une configuration technique précise. Donc, si par exemple, je dis n'importe quoi, si là le SP500 est en hausse par exemple, donc si j'ai détecté que arrivé à un certain niveau de hausse, le SP500 avait tendance à rester stable, je vais tester un Iron Condor. Et si effectivement mon intuition était bonne, j'avais raison, et dans ce cas-là, le backtest va me donner des des valeurs positives, valeurs intéressantes, et je vais pouvoir dire, effectivement, j'avais raison, j'ai bien repéré qu'arrivé à un certain niveau de hausse, on arrête de monter, mais le marché est tellement fort qu'il ne baisse pas non plus. Et donc, vendre un Iron Condor, c'est très intéressant parce qu'on reste entre deux bornes et on capitalise sur le temps qui passe. Donc, j'invente rien, seulement je teste des conditions et je teste des stratégies en fonction de certaines conditions. Typiquement, si d'un seul coup la volatilité implicite elle explose, certes les options vont être beaucoup plus chères, mais si la volatilité implicite explose, c'est parce que les marchés se cassent la figure. Et si les marchés se cassent la figure, c'est peut-être pas le bon moment pour faire un Iron Condor. En tout cas, je vais le tester parce que c'est peut-être ce que je me dis, et peut-être que le backtest me dira qu'en fait mon intuition n'est pas bonne. Et donc en fonction des backtests que je trouve, après j'applique la stratégie une fois que le setup se reproduit. Donc il y a des setups qui se produisent, je sais pas, une fois par an. Ceux-là, je ne vais pas forcément les trader parce qu'une fois par an, je n'ai pas beaucoup de résultats derrière. Par contre, si ça se produit une fois par trimestre ou par, je sais pas, par mois, j'aurai plus d'occurrences, donc plus de tests, de résultats. Ce sera plus fiable, quoi. Un backtest, il faut qu'il soit fiable, et pour qu'il soit fiable, il faut qu'il y ait plus d'opportunités, quoi, et de données. Ouais. Le backtest, vous pouvez dire deux mots. Le backtesting, qu'est-ce que c'est? Oui. C'est le fait de tester dans le passé des configurations de marché et des stratégies qui se sont appliquées. Donc en fait,
on regarde dans le passé, ça nous donne des valeurs et on espère que dans le futur, ça marche encore. On peut tester sur... pardon. Ah, là, sur la vidéo de lundi, c'est sur le SP500. Ouais. Tu avais une question, non? Oui, j'ai une question. Ah, pardon. Au lieu d'acheter le futur et le put, pourquoi pas acheter un call directement? L'exemple. Alors, bonne question. Ça va dépendre de la façon dont on veut intervenir sur futur. Ça, c'est propre à chacun. Le futur, on peut plus, en fonction des outils que tu vas utiliser, tu peux plus faire. Le futur, il est plus réactif si tu veux qu'une option. Une option, si tu achètes un call, en général, tu vas acheter un call à la monnaie, donc le delta est de 0,50. Donc 0,50, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, le levier est divisé par 2 par rapport à un futur. Un futur, c'est le delta 1, delta 1, et si une option, c'est 0,50, et ben, le levier il est 2 fois plus petit. Donc un futur va être plus réactif. Donc si ton futur monte de 10 points, bah 10 points x 50, tu vas gagner 500 $. Si tu achètes un call delta 50, le futur monte de 10 points, mais tu ne vas pas gagner 500, tu vas gagner 10 fois le delta, donc ça va être autour de 250, tu vas gagner 2 fois moins. Donc oui, ça peut compenser, mais après ça dépend encore une fois de la façon dont on traite, parce que tu peux par exemple acheter un put. Je dis n'importe quoi, là en ce moment, comme moi je vous dis, par exemple, mon backtest me dit que dans les 30 prochains jours, le SP500 il ne va pas bouger, ou très peu. Alors, quand je dis qu'il ne va pas bouger, il va forcément bouger, mais il va faire une sinusoïde. Il va monter, puis il va redescendre, etc. Quelqu'un qui trade le futur et qui a la même conviction que moi, il peut très bien acheter un put à 30 jours. Par contre, quand la sinusoïde elle baisse, paf, il achète son futur, mais il a déjà une option en protection. Donc il attend que son futur remonte, et là il vend son futur, mais il garde son option. Et quand on redescend, il rachète un futur, et il a toujours son option en protection. Il peut faire ça 3-4 fois avec la même option. Donc c'est pour ça que acheter un call, acheter un futur, et le put en protection, c'est différent, c'est 2 techniques différentes. Tu peux parler un peu plus tard, s'il te plaît. En fait, quand on achète une option, oui, on peut choisir un levier. Oui. Et on a quand même ce stop loss qui va minimiser les risques sur les leviers aussi. Alors, quand tu achètes une option en protection ou toute seule? Tu achètes un put, mais tu as le futur aussi ou tu n'as pas le futur? Oui. Alors, le put, il a un delta, donc le delta est plus faible que le futur. Donc, le levier, il est vraiment, il est plus sur le futur dans ce cas-là. D'accord, tu peux perdre plus à un instant T, tu peux perdre plus sur ton futur que ce que ton option te protège. À cause de l'écart qu'il y a entre le delta que tu achètes et le futur. Le futur, c'est delta 1. Si tu achètes une option avec un delta de 0,5, 0,3 ou 0,7, ce 0,3, 0,5 ou 0,7, à l'instant T, il te protège moins, puisque si le futur varie d'un point, ton option varie de 0,3 si tu avais acheté un delta de 0,3, ton option va varier de 0,5 si tu avais acheté un delta de 0,5. Donc, tant que l'option n'est pas à expiration, elle a un delta. Ce delta, il est plus faible que le futur. Donc, ton PNL, au départ, il fluctue plus à cause du futur. À expiration, une option, elle a un delta de 1 ou de 0. Donc là, par contre, à expiration, le calcul que j'ai fait là, il est tout à fait vrai. Il sera vrai dans tous les cas. Avant expiration, c'est un petit peu différent à cause du delta. Donc, quand on prend une option en protection, il faut plus le voir dans la gestion du pire, où on garde le futur jusqu'au bout. D'accord? Ouais, il faut pratiquer un peu. Ouais. Alors, ce qui est bien avec je ne sais pas si vous faites beaucoup de day trading ou pas, mais le fait que maintenant il y ait des options 0 DTE, sur un compte démo, ça permet de pratiquer tous les jours. On peut du coup, voilà, je vous conseille en démo, hein. Voilà, parce que avec les options, vous allez avoir à comprendre le mécanisme des options et vous allez comprendre la plateforme. Donc en démo, au moins, ça permet de gérer la plateforme, de prendre l'habitude d'acheter des calls, des puts, de les revendre, etc. Et puis après aussi de voir le PNL, mais qui fluctue en démo avant de se lancer en réel, c'est préférable.
Oui, si tu peux, en fait, à partir du moment où tu as un compte réel, là, tu vois, j'ai un compte démo. À partir du moment où tu as un compte réel, le compte démo est offert avec. Alors, il faut le créer, il faut demander un compte démo, mais une fois que tu l'as demandé, tu l'as en permanence. Donc, tu passes de l'un à l'autre si tu as besoin, mais tu peux utiliser ton compte démo sans aucun problème. Ah, peut-être, ouais, je ne connais pas. Et le problème, c'est de trouver des futurs. D'accord. Ouais. Puis, je ne sais pas si c'est des options. Ah, si. D'accord. Mais dans les pays qui démontrent la qualité, en fait, il faut réaliser au moins 16 minutes. Oui, tout à fait. Oui, c'est ce qu'on. C'est quand même lourd, quoi. Il n'y a pas que quand on fait ça ne simplifie pas énormément, ça 5 minutes par jour, 60, allez, 80, c'est à peu près ça. Donc, ça veut dire que gagner au moins, c'est du day trading et faire comme tu dis, des choses comme ça. Garder l'option, et puis faire de l'achat forcé, avec la protection. Mais je voudrais savoir aussi où est-ce que vous trouvez les 1650 là. Alors là j'ai changé d'actif. T'as pu essayer, Raphaël, t'as quelque chose toi ou pas? Non plus? Bon, c'est la plateforme là, qui déconne. Les 1650, ils sont donnés par la plateforme en fait. Donc c'est les market makers. Hein, ils disent que pour eux en tout cas, les market makers estiment que alors, si vous voulez connaître par exemple de combien va varier le marché aujourd'hui, de combien le marché estime que le SP500 va varier aujourd'hui, vous achetez le straddle. Donc le straddle, qu'est-ce que c'est? C'est j'achète un call, j'achète un put à la monnaie. Donc là, on est à 6053. Donc si j'achète le strike le plus proche, donc c'est 6055, je paye 30,75 $. Donc là, à l'instant T, les market makers, qui perdent pas d'argent, market makers, hein, et c'est ceux qui sont les plus riches du trading, c'est eux. Hein. Les market makers, ils ont pricé le mouvement du SP500 aujourd'hui à 30 points. Donc pour eux, le marché aujourd'hui va bouger de 30 points. Alors comment j'ai fait? J'ai ajouté le call, j'ai ajouté le put. Et ben, là ici, tu vois, j'ai stratégie builder. Et donc, on voit les deux lignes. Tu vois, ici, on voit que la plateforme a reconnu que c'était un straddle. Et ici, j'ai le montant global de la position. Donc, 31 $. On voit que donc, je suis sur un compte démo, j'en ai fait un, c'est pour aujourd'hui, j'ai un prix limite. Et là, j'ai mon prix. Et c'est un débit, un dé pour un débit. Et donc, alors là, si je mets le profil, normalement, ça devrait marcher. Voilà, donc là, ça marche. Et donc, le straddle, c'est ça, c'est une stratégie qui permet de... si vous êtes, je sais pas, mettons que c'est le jour d'expiration des... Ah, c'est quand je joue en... Il veut pas que je joue en grand. Il est embêtant. Bon, c'est quand je joue en grand qu'il veut pas. Donc, si vous êtes sûr aujourd'hui qu'on va bouger, on se fait l'expiration des 4 sorcières, vous pensez qu'aujourd'hui ça va bouger très fort, mais vous savez pas dans quel sens. Simplement, vous dites, je sais pas, moi, Trump va encore nous faire un tweet, ou alors c'est parce que c'est l'expiration des 4 sorcières et donc il y a beaucoup de mouvements qui va se produire sur les marchés parce que les gérants de fonds vont devoir rouler des positions, donc ça va enchaîner des volumes, ainsi de suite. Bon, oui, alors en fait ils sont déjà partis depuis longtemps, mais admettons, c'est votre conviction. Vous pensez que ça va bouger très fort, mais par contre vous n'avez aucune idée du sens. Eh ben, vous achetez un call, vous achetez un put. Et là, pour que vous puissiez gagner de l'argent sur la stratégie, il faut simplement, mais simplement entre guillemets, simplement que le marché il bouge de 30 points. Vous voyez, 31 points. Alors plus, parce que 30 points, effectivement, c'est ce qu'on appelle votre point mort. Voilà, 30 points. Alors, ça, c'est valable ce soir. C'est pour répondre en partie à votre question. Si je garde jusqu'à ce soir, effectivement, il faut ajouter 30 points côté call, soustraire 30 points côté put. Alors 31, pour être exact. Donc 6086 et 6024. Le 6 apparaît dans la journée, cet écart. Par contre, ça, c'est ce soir. Mais si à 18 h, on a déjà fait, je sais pas, 20 points, 31, ouais, 20 points, ça suffit d'être gagnant. Parce qu'en fait, le
les 31 $, c'est vraiment ce soir que l'expiration va se faire et donc les options auront vraiment 0 valeur à l'intérieur. Mais à 18 h, il va rester encore 4 heures sur les marchés. Pendant ces 4 heures, il peut se passer des choses. Alors, il peut se passer moins de choses que ce qui pouvait se passer en début de journée, mais il peut encore se passer des choses. Donc, j'ai mon call qui va valoir une certaine somme. Si on s'est déplacé de 20 points côté call, ce call va valoir une valeur. Il va valoir plus que mon put, qui lui va avoir perdu de sa valeur, mais il y aura un résiduel dans mon put. Donc, on ajoute les deux valeurs et ça va nous donner un prix qui va être supérieur à 31 par exemple. Donc, on peut sortir à 35, 36, parce qu'on n'est pas coincé sur son option. C'est pas parce qu'elle expire ce soir qu'on est obligé de la garder ce soir. On s'en débarrasse dès qu'on veut. On peut même se débarrasser du put, c'est votre stratégie. Hein. Monsieur, il a une stratégie où il achète un call, un put, et quand il voit que ça part d'un côté, il se débarrasse de celle qui lui plaît pas et il garde l'autre. Bon, on peut faire pareil aussi là en début de journée. Si on achète le straddle en début de journée et puis on voit que les marchés partent à la hausse, on se dit tac, je vais me débarrasser de mon put, donc je récupère ce qui a gagné un peu sur le put et je garde mon call en espérant que la hausse qui est en train de démarrer en début de journée se poursuive. Et donc là, ouais, ou on peut rouler le put, ouais, mais bon, voilà, encore une fois, toutes les stratégies sont bonnes à partir du moment où après on avait raison de le faire, mais on peut faire un ordre limite une vente limite sur le straddle. Oui, bien sûr. Ah oui, il y a les mêmes. Celui-là, je vais le passer pour démonstration. Voilà, donc je vais y aller. C'est pas le profil que je vais faire. Transmit. Voilà, donc là, alors, je vais mettre 31, 25. Pour être sûr d'être passé. Alors, je suis en démo, donc en démo, votre ordre n'est pas envoyé sur les marchés. Donc, il n'intéresse personne. Voilà. Par contre, quand vous êtes en réel, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait des options sur du marché OTC chez des concurrents à WH Salfin pour ne pas les nommer, mais ce sont des marchés OTC. Donc, marché OTC, le broker, c'est votre market maker, c'est lui qui vous donne le marché. Et donc, si vous affiche un prix de 15 et de 20, vous voulez être exécuté à 18, vous mettez votre prix à 18, votre prix n'apparaîtra nulle part. Parce que lui, votre prix à 18, ça ne l'intéresse pas. Il veut vous le vendre à 20 et c'est tout. Et tous les clients de ce broker, pareil, votre prix de 18, lui, il ne va pas l'afficher parce que votre prix est meilleur que le sien. Donc, ce n'est pas dans son intérêt que vous soyez exécuté. Vous, son intérêt, c'est que vous soyez exécuté à 20. Vous payez le prix fort. Sur les marchés centralisés, bon là, vous voyez, les fourchettes de prix sont très, très faibles. Donc, il y a peu de chances de se mettre au milieu. Mais si je prends une expiration beaucoup plus lointaine, décembre par exemple, on va s'attendre. Voilà. Là, c'est peu, il y a 2 points. Mais par exemple, mais sur le marché SP500, les fourchettes de prix sont très, très étroites. Là, on va arrondir 297, 299 par exemple. Si moi je veux acheter, mais je veux acheter à 298. Bon, là, je peux le faire, mais encore une fois, mon prix n'est pas envoyé sur le marché. Mais si je plaçais un ordre à 298, comme je suis mieux placé que les market makers, mon ordre va passer devant tout le monde et je serai le seul à être à 298, le seul visible. Et si quelqu'un veut vendre cette option, il va la vendre à 298 et donc il va me taper moi et pas les market makers. On ne peut pas voir le détail des options, le détail, vous savez, comme en bourse, on voit les 5 lignes. Alors si, oui, tu peux. On peut ouvrir un carnet d'ordre sur les options et ça existe. Et tu verras effectivement si à ce prix-là, il y a 10 options, à 25 centimes au-dessus, il y a peut-être 12. Donc, si tu veux rentrer sur 100 options d'un coup, c'est vrai que tu ne vas pas rentrer à 280 parce que tu vas taper les options, tac, 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 tu vas rentrer et ton prix va être plus bas, ou plus haut. Oui. Alors après, si tu mets un prix limite, de toute façon, tu vas être exécuté sur le volume qui est disponible. Après, ton ordre est valable toute la journée, par exemple, et dans la journée, tu peux être exécuté par paquet de 10 au fur et à mesure de l'évolution du marché. Tu payes le montant en fonction du nombre d'options. Sur les futurs, c'est une option, un prix. Tu en achètes 10 ou 100, tu paieras le même prix. Enfin, sauf après, si tu négocies peut-être avec ton broker, si vraiment tu es très actif, voilà. Mais normalement, c'est une option, un prix. Alors, normalement, on n'a pas vraiment besoin d'exercer. C'est automatique. C'est-à-dire que si le soir, votre option est dans la monnaie,
elle va être exercée automatiquement par le broker. Si on veut le faire avant. Si on veut le faire avant, ben, on vient sur la plateforme. Il y a quand même du lag. Si on veut le revendre. Alors, bah, en général, le plus simple, c'est de clôturer les positions. C'est ce qui reste de plus simple. Ça, mais par contre, sinon, si vous faites, donc là, je suis sur le straddle, l'option est là. Alors, sur les actions, ça marche. Sur les futurs, option exercise. Sur les futurs, je suis pas sûr que ça fonctionne. Sur une option, sur une action, ça marche. Sur les futurs, enfin, j'ai jamais vu d'option où exercer sur un futur. Donc en fait, même quand vous êtes vendeur d'options, vous pouvez rester vendeur d'options très longtemps, même si c'est fortement dans la monnaie, vous n'êtes pas exercé. Sauf à expiration si vous êtes resté dans le trade. Ça, c'est automatique. Mais sinon, le mieux, c'est de clôturer la position. C'est plus sûr. Alors, encore une fois, soit vous laissez faire, elle est dans la monnaie, vous êtes exercé. Et comme vous êtes exercé, le broker, si vous êtes acheteur de put, ça veut dire que vous allez être vendeur de futurs. Et comme sur le marché, vous êtes acheteur de futurs, plus et moins, ça fait 0. D'accord? Faut le voir comme ça. Mais le plus sûr, c'est de clôturer, comme ça vous êtes tranquille. Je dirais, c'est comme sur n'importe quelle plateforme, vous allez positionner votre curseur dessus, vous dites que vous voulez clôturer, et après vous mettez un prix, et comme ça, vous choisissez votre prix et vous sortez. Il y a un carnet d'ordre, ouais. Enfin, un ticket d'ordre. Oui. Si vous achetez, mettons que vous achetez un straddle en début de semaine, le lundi. Donc le mardi, on a monté de 30 points. Mais vous avez l'intime conviction que les 30 points qu'on vient de faire sur le marché, c'est le top et qu'on va redescendre. Bah, vous vendez votre call, vous prenez un bénéfice sur votre call. Il vous reste dans votre portefeuille un put. Vous avez eu raison, le marché se casse la figure et on repère 60 points. Et ben vous avez gagné sur votre put. Donc vous prenez vos bénéfices sur votre put et la semaine est terminée. Par contre, si on a monté de 30 points et votre conviction n'est pas bonne, on a continué de monter, bah, vous avez pris votre bénéfice sur votre call, mais vous avez une perte sur le put qui est en train de s'agrandir. Mais on peut sortir. Voilà, je vais être à 5 là. Oui. Alors sur un achat, on risque que la prime. Voilà. Par contre, sur une vente, on risque plus. Voilà. Oui. J'ai pas bien compris un truc, mais j'ai pu voir oui, la vente de put, pardon, la vente d'options. Donc si on fait une vente d'options sèche, effectivement, on a un risque illimité. C'est comme sur un futur. Si vous achetez un futur et que le marché perd 10%, et si vous n'avez rien fait avant, vous laissez courir vos pertes, ben vous allez sortir à moins 10% en perte. Ou alors le broker, si vous n'avez plus de sous sur votre compte, il va sortir lui-même la position. Vendre un put, c'est un peu l'équivalent d'acheter un futur. C'est pas tout à fait exactement ça, mais c'est le même principe. Le risque est le même. C'est-à-dire que si vous vendez un put, le marché perd 10%, votre put, la perte va monter, et soit vous finissez par être dégoûté, vous sortez au pire moment. Non, oui, un 0 sur un futur, c'est la guerre nucléaire, quoi, hein, donc la vente de ton put, tu t'en fous, voilà. Donc là, je suis sur la vente d'un put. Ouais, si je, attends, je fais quoi là pour l'instant, j'ai rien fait du tout. Si je fais créer. Ouais. Quand on fait des opérations combinées sur des options, comme vous expliquez, la couverture qui est demandée par le broker est la même ou elle peut être différente? Alors non, ça c'est une très bonne remarque. Quand vous faites, alors ça je peux le montrer. Alors si je fais, alors on va enlever ça. Si on prend le cas du straddle, par exemple, alors ça c'est différent parce qu'un straddle c'est un achat. Est-ce que ça se compense justement ou est-ce que ça s'ajoute? Non, ça s'ajoute. Quand on paye les options, ça s'ajoute. Par contre, voilà. Quand on achète un call et achète un put, ça s'additionne, oui. Quand on achète un call. Non.
Alors là, la marge qui est retenue, 940, le calcul n'est pas bon parce que sur un futur, ouais. Qu'est-ce que j'ai en portefeuille? Parce qu'en fonction. Non, alors, de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le broker, lui, en fait, quand vous êtes sur les marchés, si votre compte ne suffit pas à compenser la perte que vous avez, c'est le broker qui est responsable de votre perte. Donc le broker, lui, il a mis en place des règles de margin qui vont permettre justement pour lui de gérer le risque. Donc quand vous achetez un futur du SP500, la marge est mettons de 10 000 $. Si vous placez un stop loss, ça il s'en fout, le stop loss, la marge est toujours de 10 000. Si vous achetez un put, là par contre, le broker, il sait que vous avez acheté un put. Et il sait que votre risque, il est de temps parce que lui, il fait le calcul par rapport au strike et à la prime. Et donc, votre marge qui était de 10 000, elle va peut-être passer à 4 000, 5 000, ça va dépendre du risque que vous avez. Donc ça, c'est aussi un point dont on n'a pas parlé dans la présentation. Mais la marge est plus faible quand on achète un futur et qu'on achète une option. C'est vrai. Pardon? Il faut être sur la même plateforme. Ah oui, par contre, il faut être sur la même plateforme et le même compte. Et le même compte. Oui, le calcul est fait instantanément. Ouais. Alors, il est préférable d'acheter le put d'abord et le futur après. Parce que comme ça, le calcul est fait tout de suite avec la bonne marge qui va bien. Parce que si tu veux… Alors, ça permet deux choses. Ça permet d'avoir de dépenser moins d'argent pour après faire d'autres choses ou alors de prendre plus de lots. Si on veut faire 3 lots au lieu d'en faire un, ça permet de le faire. Alors, il y a 3 fois plus de risques. Hein. Enfin, voilà, on est exposé sur le marché avec 3 lots au lieu d'un. Mais voilà. Mais par contre, au niveau de la marge, on peut le faire. Si tu achètes tes futurs d'abord, j'ai dit 10 000 $ pour un contrat futur SP500. Si tu as un compte de 20 000, tu peux en acheter 2 maximum. C'était vraiment à la limite. Si tu achètes d'abord tes options et ensuite tu vas acheter tes futurs, là tu pourras en faire 3 directs parce que tu n'auras pas les problèmes de marge que t'impose le futur en premier. Donc tu fais d'abord l'option et ensuite le futur et comme ça ta marge requise est tout de suite calculée correctement. J'ai une question. Là, si on achète un futur, les options. Imaginons que j'achète des options. Je pense que l'option va monter. Est-ce que je peux mettre un ordre limite en disant Bien sûr. Oui, là, encore une fois, une option, c'est un actif comme un autre. Donc, exactement. Donc là, je suis sur le straddle dont on a parlé tout à l'heure. Je lui dis, voilà, je suis rentré juste avant l'ouverture des marchés à 15 h et je pense que très vite, à l'ouverture, on va bouger. Et donc, je me dis, moi, ce que j'ai envie de prendre, c'est, je sais pas, 20%. Donc, 20%, ça va me faire 36. Donc, je mets un prix à 36. Je vais le chercher. Alors, soit je le tape à la main, soit je vais le chercher avec ma souris. Voilà. Et voilà. Alors, là, je ne parle pas de couverture parce que c'est un straddle. J'ai pas de futur. D'accord. Mais après, par contre, c'est la même chose sur ton option. Non. Alors, non. Là, quand tu ouvres une stratégie à plusieurs pattes, comme c'est le cas ici, là, c'est 2 options différentes, mais lui, regarde, il a mis un petit plus à côté. Tu vois, il appelle ça straddle. Il a reconnu que c'était un straddle. Et il sait que dans ton straddle, tu as 2 options. Tu vois. Si je fais un plus, on voit bien ici mon call et mon put. Comme j'ai cliqué, j'ai fait un bouton droit. Alors pour clôturer une position, ce que je vous conseille de faire, c'est toujours faire un bouton droit sur la position et aller sur close. Comme ça, vous ne pouvez pas tout vous tromper. La plateforme vous met d'entrée ce qu'il faut, le bon sens, la bonne quantité, etc. En faisant close, il n'y a pas d'erreur possible. Vous faites close, vous mettez votre prix, etc. Là, j'ai mis un prix de 36 et on voit que je suis en attente. Alors, 36, c'est mon calcul dans ma tête pour les deux ensemble. C'est ça. Tout à l'heure, donc j'ai payé 30. Les deux ensemble, ok, mais je pensais que si ça arrive à 36, tu peux le vendre, si après c'est l'autre qui revient. Ah après, donc là, moi, tu peux le faire. Donc moi, là, je suis parti sur le principe que je clôturais à 36 parce que en fait, je ne sais pas dans quel sens va partir le marché. Il peut partir à la hausse ou à la baisse. À la limite, moi, tant que je touche mes 36, il n'y a que ça qui m'intéresse. Quelle que soit l'option qui me fait gagner, en fait, si tu veux. Que ce soit le put ou le call, mais je veux gagner 36. Donc, je mets un ordre parce que là, j'ai mes 2 options qui vont être clôturées en même temps. Si, par contre, tu veux gérer dans la journée ta position, toi, personnellement, de façon à sortir l'une et ensuite l'autre, eh ben, tu ouvres le plus. Donc, il t'offre les 2 ici. Et là, tu lui dis, voilà, tu vois, je suis en train de gagner 70 sur le call. Alors, 70, c'est pas beaucoup, mais
mettons que le gain sur le call te suffise, tu dis, bah voilà, je vais clôturer le call. Donc là, je fais un bouton droit. Ouais, mais c'est pareil, je sais pas. Là, je mets close. Donc là, ça concerne que le call. Le call, si je veux sortir à 20, si je veux sortir à 20 des deux côtés, par exemple, bah, je mets un ordre limite sur le call à 20, et puis je vais faire pareil sur le put. Je mettrai un ordre limite à 20 sur le put. Et après, j'attends que mes ordres soient exécutés. Ouais. Comme si on fait comme vous disiez les deux assemblés, s'ils montent, c'est détecté comme quoi c'est coupé, donc ouais, en fait, si tu veux, moi je pars du principe, quand je fais une stratégie comme ça, je pars du principe que je ne sais pas dans quel sens ça va partir. Et donc, comme je ne sais pas dans quel sens ça va partir, je préfère que mes deux options, le montant global de mes deux options représente la valeur que je veux gagner. Et puis comme ça, une fois que j'ai atteint mon profit, bah, je sors. Je ne me pose pas la question de savoir si ça va rebaisser, etc. Parce que pour faire ça, il faut être devant ces écrans toute la journée, ce qui n'est pas forcément mon cas. Donc, quand j'ai mis une stratégie en place, j'ai toujours un take profit, et parfois un stop loss, et après, je ferme mon écran et je vais faire autre chose. Le trading sur option, vous l'adaptez à votre trading de tous les jours. Donc, si vous êtes tout le temps dans vos écrans, parce que voilà, vous faites du day trading, des allers-retours et tout, bah, vous pouvez gérer vos options de la même façon. Et par contre, si vous êtes sur du swing, vous gérez sur du swing. Ouais, donc toujours à 15h30, on fait un straddle pour gagner 10 points. Ça marche ou... Non. Non, ça marche pas. Oui, je me doute. Hein. Non, non. Alors, tout à l'heure, bah, en fait, les market makers, comme je vous disais, ils estiment, il faut comprendre comment fonctionnent les marchés. Donc, les market makers, ils font une estimation. Alors, si je vais reprendre celle du jour. Alors, il y a des moments où, effectivement, au niveau en ouverture, il ne faut pas prendre l'ouverture déjà. Parce que l'ouverture, alors, c'est mieux de vendre plutôt que d'acheter. À l'ouverture, il y a toujours une volatilité qui est plus forte que 10 minutes après. Donc, il vaut mieux éviter d'acheter à ce moment-là. Comme je vous disais tout à l'heure, les market makers, ils estiment que le marché va bouger. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit sur le straddle, c'était 30 points. Donc, ils pensent que le marché va bouger de 30 points. Ce prix-là, alors, les options, c'est des maths, c'est des statistiques. C'est comme ça. Donc, le prix qui est donné par les market makers, il est valable 68% du temps. Pourquoi 68%? Parce que c'est un écart type. En statistique, un écart type, c'est la moyenne. Si vous avez des enfants, vous savez que les enfants, ils ont une courbe, enfin, le carnet de santé, il y a une courbe, il y a deux courbes, il y a une courbe bleue, une courbe rouge. La courbe bleue, c'est l'écart type. Donc, c'est 68% de la population se situe entre ces deux bancs. La courbe rouge, c'est deux écarts types. 95% de la population se situe entre ces deux bancs. Voilà. Donc, si votre enfant il est sur la courbe rouge, ben, il fait partie des 5% les plus grands de la population française. Voilà. S'il est sur la courbe bleue, à cet âge-là, tout à fait. Et donc, pour les options, c'est pareil. C'est des maths, c'est des stats. Donc, les market makers, ils ont un système de pricing avec Black-Scholes ou d'autres qui sont basés sur ces statistiques et ces probabilités. Alors, ça, c'est la théorie. Et dans la pratique, les options sont souvent plus chères. Enfin, le prix de la prime est souvent plus cher. Donc, la volatilité implicite est souvent plus chère que la volatilité réalisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes acheteur d'options, vous faites avoir. Vous achetez un produit qui est cher. Pourquoi? Parce que le market maker, lui, il est en face, il est vendeur et c'est lui qui prend le risque. Et quand on prend du risque, eh ben, on essaye de faire payer le risque. Et donc, on paye plus cher que ce que ça vaut vraiment. Donc, c'est pour ça qu'acheter des options à l'ouverture systématiquement tous les jours, ça ne marche pas. Vendre des options tous les jours, systématiquement, ça marche moyen. Il y a des conditions de marché qui font que, en fait, il ne faut pas forcément être systématique. Et si on est systématique, il faut avoir un money management adapté. Donc, voilà, les marchés, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Si on va au moment moi, je par exemple, 14h30. Oui, bah, de toute façon, à partir du moment où tu as une news économique, la volatilité implicite est plus élevée. Ouais, alors souvent, une news économique, tu as un pic de hausse, ça reste 5 minutes, hop, ça redescend.
Donc là, tu peux vendre des options. Bon, le risque, c'est que ça marche 8 fois sur 10, et puis les 2 fois sur 10, le marché, il a apprécié tellement la news qu'il monte, il s'arrête plus. Donc là, encore une fois, ton trading de vente d'options sur news, il va être profitable à unique condition que tu aies un money management adapté. C'est-à-dire quand tu vois que tu as tort et tu sors. Tu passes pas en mode espoir, parce que si tu passes en mode espoir, à la fin de l'après-midi, tu as grillé les 10 ou 20 trades que tu as gagnés avant, quoi. Il a acheté un Strader d'avoir une news. Ben, encore une fois, les marchés sont pricés de façon à ce que c'est souvent pas profitable. Non. Donc, il faut lui faire avoir une stratégie. ouais, non, et puis il faut, c'est pas si simple que ça, quoi. Ça serait trop simple d'acheter tout le temps systématiquement un straddle avant une news. Alors, je vais juste finir sur un point totalement différent parce qu'il faut qu'on a prévu d'en parler un peu avec Raphaël. Donc, en fait, au niveau des options, que ce soit WH Self Invest ou nous, on a lié un partenariat avec le CBOE. Donc le CBOE, c'est un des plus gros exchange donc place de marché que d'options, donc sur l'indice SPX et les actions. Et donc le CBOE, en fait, ils sont très très présents aux États-Unis, bien entendu, mais ils sont aussi présents en Europe. Donc ils essayent au niveau des marchés européens aussi d'arriver en force et de promouvoir des produits. Donc ils ont lancé ce qu'ils appellent Europe Derivative CEDEX. Et en fait, vous savez peut-être pas, mais donc au niveau des actions, il y a différentes places de marché et le CBOE représente quand même 32% des actions échangées sur le marché européen. Alors là, on parle bien d'actions, mais oui, tout à fait. Mais donc du coup, ils ont lancé des produits optionnels sur les marchés européens. Donc il y a plusieurs indices qui ont été créés pour le marché européen. Donc on a l'Eurostoxx, bien entendu, le CAC 40, l'Allemagne, etc. La plupart des places boursières ont maintenant un indice spécifique du CBOE. Donc je vous ai mis le lien ici en dessous là. Donc, alors c'est en anglais, hein, mais bon, avec Google Traduction, vous pourrez avoir des traductions. Donc ce sont des produits qui sont là pour alors, concurrencer ceux qui sont déjà présents, mais qui offrent voilà, une exposition sur les marchés. Alors c'est sur les indices et les futurs. Donc voilà, vous pouvez toujours aller jeter un œil pour voir un petit peu ce qu'ils proposent. Sur cette ligne-là, vous aurez du coup quand vous cliquez sur Learn More, vous allez avoir les spécifications du produit, donc le code pour le retrouver sur Interactive Broker, et puis ce qu'on appelle la quotité du produit, et puis les horaires de cotation, les pas de cotation des options, etc. Et on sera amené, que ce soit WH Self Invest ou nous-mêmes, on sera amené à travailler plus avec le CBOE justement pour présenter ces produits et démocratiser les options, parce qu'encore une fois, alors les options, on en parle tout le temps au niveau du volume. Alors aux États-Unis, c'est phénoménal. Le volume sur les options, c'est vraiment incroyable. Aux États-Unis, par exemple, bon, nous, vous connaissez tous le PEA chez nous en France. Aux États-Unis, ils ont la même chose. Ça s'appelle l'IRA, donc c'est pour leur retraite. Sauf que les options sont autorisées sur le PEA équivalent américain. Donc tout trader particulier américain, alors ils traitent peut-être pas tous des options, mais ils connaissent le principe en tout cas, tous. Il n'y a pas un qui ne connaît pas. Alors après, encore une fois, hein, il faut apprendre, il faut maîtriser. Ils ont les mêmes problèmes, on va dire, pour comprendre des options, les maîtriser, ils ont les mêmes problèmes que nous. Hein. Mais en tout cas, ils savent que ça existe et que c'est disponible sur leur PEA. C'est que c'est pas dangereux. Ah bah, alors, non mais c'est intéressant parce que justement, sur le PEA, leur PEA, ils peuvent pas faire n'importe quoi. Ils peuvent pas, par exemple, vendre à nu un put. Le put va être cash secured put, ils appellent ça. Donc cash secured put, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je vends un put, il faut que j'ai en portefeuille le cash disponible pour acheter les actions. Voilà. Mais par contre, un covered non, enfin, alors les actions, ça va être le covered call. Ce qu'on appelle le covered call, c'est un call couvert, parce qu'en fait, le call, si je le vends à nu, c'est pas grave, il est couvert par les actions que je possède en portefeuille. Un covered call, qu'est-ce que c'est? Vous louez vos actions. Vous êtes propriétaire d'actions et vous louez vos actions à quelqu'un. Enfin, c'est une façon de parler, c'est du langage. Hein. Vous louez... Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vendez un call, ça veut dire que vous vous engagez à vendre vos actions à un certain prix. Et donc, pour cet engagement que vous prenez, la personne qui est en face vous donne une prime. Et cette prime, bah, si tout se passe bien, vous allez la garder. Donc, vous gardez vos actions
et vous gardez votre prime. Donc en fait, vous faites du rendement sur vos actions, alors que vos actions, elles n'ont pas forcément bougé. Donc ça baisse le prix de revient, ça fait de rentrer du cash en portefeuille. Donc ça, typiquement, le covered call, c'est la stratégie la plus utilisée par les Américains sur leur PEA. Et c'est aussi une stratégie, bah voilà, encore une fois, c'est rentable parce que vous louez vos actions. Donc c'est comme si vous avez un appartement, vous le louez. Bah, si vous avez un appartement, vous ne le louez pas, bah, vous ne gagnez rien. Là, vos actions, vous pouvez les faire. Donc si c'est des actions qui ne distribuent pas de dividendes, bah, vous pouvez vous créer un propre dividende vous-même grâce à la stratégie du covered call. Donc imaginez sur votre PEA, vous pouvez vendre des calls sur Total, sur Michelin, etc. Bah, ce serait génial, quoi. Enfin, on peut considérer que c'est l'équivalent d'un dividende. C'est pas un dividende, c'est une option. Mais vous pouvez vous créer votre propre dividende. Alors par contre, voilà, il faut s'assurer, voilà, c'est par paquet de 100 effectivement. Donc selon l'action que vous avez, LVMH, ça va être difficile de vendre un call dessus, à moins. Ouais, moi je suis pas trop les marchés français, mais voilà, c'est pour. Voilà, bah écoutez, donc si vous voulez nous retrouver, encore une fois, vous allez sur notre site internet. On publie chaque semaine 2 vidéos. Une qui est tous les lundis, c'est la revue de marché. Donc on fait le point sur l'SP500 et des valeurs américaines sur lesquelles il se passe des choses. Et une vidéo tuto, on appelle ça tuto, tous les jeudis avec voilà, des informations sur voilà, la méthode infaillible pour générer des revenus passifs. C'est la stratégie du covered call. Voilà, donc on explique en détail le covered call, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous pouvez espérer entrer dans le covered call. Voilà, donc c'est du tuto. Donc, ça, c'est des vidéos. Il n'y a jamais de vidéo où, on n'a encore pas fait de webinaire en ligne. Alors, par exemple, en juillet, on va avoir un webinaire avec un autre, enfin avec un autre organisme. Donc, ça sera un webinaire en ligne où vous pourrez poser des questions. Donc, si vous vous abonnez à la newsletter, et ben, quand le webinaire sera disponible, vous pourrez y participer. Et si vous le faites en direct, vous pourrez poser vos questions en direct. La stratégie dont vous parliez tout à l'heure, celle du covered call, elle est. Alors, soit vous êtes sur notre site, ici, Actualité, et là, vous avez marqué, vous voyez, vente de call couverte. Soit vous êtes sur la chaîne YouTube, et sur la chaîne YouTube, pareil, vous cherchez un petit peu, vous allez trouver. Depuis quelques semaines, vous faites beaucoup de publicité sur le traitement des options. Mais en tant qu'atelier des options, quel est votre objectif? Alors, objectif, c'est de démocratiser les options. Voilà. Et puis après, ben, si les gens veulent aller plus loin, il y aura des formations qui vont être disponibles dans quelques temps. Voilà. Vous ne serez pas un broker? Ah non, non, nous, on n'est pas broker. C'est pas, enfin, moi, je suis trader. Je trade depuis 2007. Les options depuis 2010. Donc, moi, je suis pas. Voilà. Après, on a des partenaires avec WH, tout ça. On intervient. Voilà. Interactive Broker, non, mais ouais, on a gagné une bouteille de champagne aujourd'hui. Si j'avais su, je viendrai. Ah, bah, c'est gentil. Moi, je suis pas, j'ai pas un compte personnellement chez WHS, mais je suis chez quelqu'un d'autre. Mais derrière, c'est Interactive Broker. Pour trader les options, il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas. Ça sera toujours Interactive Broker qui va être derrière. Après, Interactive Broker, voilà, il travaille avec d'autres gens. Il y a WH, il y en a d'autres. Mais souvent, derrière, c'est Interactive Broker. Parce que... Oui, c'est ce que je dis. Ouais. Ouais. Avec WHS, on va directement sur l'idée. C'est bon. Oui. Ah ben après, faut voir avec Raphaël faut voir avec Raphaël après. Oui. Oui, vous en avez plusieurs. Vous en avez plusieurs qui travaillent. En fait, Interactive Broker, c'est le plus gros. Alors, pourquoi il y a des gens qui viennent se greffer sur Interactive Broker? Parce qu'en fait, Interactive Broker, c'est quand même le plus gros, c'est là où il y a le plus de volume. En termes de gestion par rapport au marché, c'est des très bons. Ils offrent des comptes multi-devises, ils offrent tous les produits, tous les actifs, donc c'est vraiment très intéressant. Pardon? Ah bah oui. Oui. Par contre, le support est nul. Il faut être clair, le support est nul. Faut pas être pressé, quoi. Faut pas être pressé. Donc, et ben donc du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent se greffer dessus parce qu'ils offrent un service que Interactive Broker n'offre pas. Il y a des gens qui parlent en français, mais ils sont plus difficiles à. Ouais, mais on peut changer la langue quand même.
Quand vous dites le site, vous parlez de la plateforme. Ouais, alors moi je suis en anglais, pourquoi? Parce qu'en fait la traduction française n'est pas bonne. Pas super. Elle n'est pas super. Donc moi je préfère, puis je suis habitué à travailler sur les plateformes anglaises depuis très longtemps, donc je reste en anglais. Mais si vous voulez, quand vous ouvrez la plateforme, vous pouvez au départ dire je veux être en français. C'est possible. Je suis en perte dans le straddle. Alors non, parce que là, qu'est-ce qu'il y a? 6055. Il doit y avoir la protection aussi sur le futur. Je gagne 600 sur le futur et je perds 276 sur l'option. C'est par rapport au delta? Ouais. Le delta entre l'option et le. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc là, c'était un très bon trade. Ah ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc du coup, le delta, c'est à vous de choisir celui que vous voulez acheter. Normalement, un stop loss, on n'en a pas besoin. On ne se dit pas, je vais mettre un stop loss parce que j'ai envie de perdre. Donc on n'achète pas une option parce qu'on se dit, je vais envie d'exercer mon option. Si on se dit ça, c'est qu'on n'a pas du tout fait la bonne stratégie. Donc plus on va prendre une option qui va être moins chère, et plus on a raison, puisque si notre anticipation est bonne, on aura dépensé moins d'argent pour se protéger. Donc c'est vrai que c'est mieux d'acheter une option en dehors de la monnaie, donc Delta 30 par exemple. C'est plus intelligent de le faire, mais à condition que notre scénario soit bon. Dans ce cas-là, on aura eu effectivement une bonne intuition, un bon trade, et on va dépenser moins pour se protéger. Si tu as raison, parce que tu achètes un futur, tu vas gagner beaucoup plus sur ton futur que ce que tu vas perdre sur l'option. Si tu as pris un delta 50, l'option va te coûter plus cher, donc tu perdras plus que si tu as acheté un delta 30. Sur les futurs, c'est chaque jour, il y a compensation, où on encaisse les gains ou les pertes. Et ça se balance avec la couverture que l'on a avec l'option. Oui, parce que l'option, elle est chiffrée en temps réel. Donc, si tu veux, quand là j'ai pris une 0 DTE, mais si j'avais pris un mois, mettons, j'aurais toujours $400 de gain sur mon futur et toujours $200 de perte sur mon option. Et ce montant-là, il va de pair, en fait. Donc, ça se compense en permanence. Et les gains, ils sont versés sur le compte qui non, alors le futur. Bon, après, moi, je ne connais pas trop les règles des brokers, mais si tu veux, moi, je considère que mon gain de 373, là, je l'aurai vraiment que quand j'aurai clôturé la position. Tous les jours, peut-être que mon compte est débité du gain, mais ça compte pas, ça, parce que si le lendemain, je repère 500, voilà. Et pour mon option, c'est pareil. Mon option, la perte qui est affichée là, elle est théorique, enfin théorique, elle est latente. Et je concrétiserai un gain ou une perte quand j'aurai clôturé ma position. Avant, pour moi, c'est pareil. Si lors d'un straddle, par exemple, le estime que le marché va bouger 30 points, c'est au moment où on exécute ou c'est sur la journée de l'ouverture du marché ou la clôture? Ou alors, c'est sur le précipiteur, est-ce que c'est l'équipe qui va bouger à partir de 30 points? J'imagine que c'est ça. C'est à l'instant T. Donc là, c'était 15 h quand j'ai ouvert le trade. Donc à 15 h, le market maker estimait que ça allait bouger de 30 points. À 18 h, jusqu'à la clôture. En fait, jusqu'à l'expiration de l'option. Donc si tu prends une 0 DTE, bah, c'est 22 heures parce que c'est une 0 DTE. Si tu prends un mois d'expiration, ça sera de 100 points, mais dans un mois. À expiration, dans un mois. Oui, alors Romain pourrait te le dire mieux que moi, parce que c'était sa spécialité chez Bourse Direct. Effectivement, il y a un recalcul de marge tous les jours en fonction de la clôture du futur. Il y a le fixing, ce qu'on appelle le fixing. Donc au fixing, on recalcule la marge nécessaire pour le futur. Bah, c'est pareil, mais ça. Oui, c'est à la clôture, c'est au fixing. Tout à l'heure, on parlait de straddle, il ne fallait pas rentrer à l'ouverture. C'est quand le moment le plus optimal pour pouvoir rentrer? Après, le problème, c'est qu'il faut faire des tests, quoi. Plus optimal, l'achat de straddle. Je veux dire, c'est quand même le jour même, mais dans un autre moment de la journée. Alors, si tu veux acheter des options, encore une fois, il vaut mieux éviter, encore une fois, vraiment les 10 premières minutes, parce que la volatilité implicite a tendance à baisser. Est-ce que je veux dire, le 0 DTE, est-ce qu'on peut l'acheter 2-3 jours avant ou ça
Alors, une 0 DTE, par définition, c'est une option qui finit le jour même. Oui, Donc, mais elle commence quand elle est ouverte à partir de quand? Ah bah, alors, en fait, non. En fait, si tu veux, regarde, par exemple, là, si j'ouvre ici, on voit qu'il y a des expirations qui arrivent tous les jours. D'accord? Donc, la 0 DTE d'aujourd'hui, c'est celle d'aujourd'hui, c'est le 20. Elle, on considère que c'est une 0 DTE parce qu'on est le 20 aujourd'hui. Mais par contre, ça fait 3 semaines qu'elle est disponible sur le marché. Voilà. Donc, si tu veux, par exemple, si je vais, tu vois, là, je vais plus loin, en fait, on va jusqu'au, même on va même loin, hein, on va jusqu'au pratiquement fin juillet, où il y a des expirations tous les jours. Sauf que celle du 22 juillet, bah, au moment où j'en parle, c'est pas une 0 DTE. Elle sera une 0 DTE le 22 juillet. Par contre, elle était disponible plusieurs semaines à l'avance. On peut trader cette échéance si on a envie de la trader. Par contre, si je la trade aujourd'hui, elle va avoir un prix qui est beaucoup plus élevé, forcément. Tu vois, elle a 103, alors que celle d'aujourd'hui a 15. Mais elle est disponible, on peut la trader. Si j'ai un scénario sur fin juillet, je peux prendre cette option pour jouer mon scénario. Elle ne sera une 0 DTE que le jour de l'expiration. Pour avoir l'estimation, il faut obligatoirement, c'est comme on peut dire, il ne faut pas savoir combien il estime dans une colonne. Alors, si, parce que regarde, là, si je vais dans Strategy Builder, j'achète mon fameux straddle. Et là, en fait, j'ai encore pas passé d'ordre. Je prépare la stratégie. Et donc, je vois que c'est 219 points pour une trentaine de jours d'expiration. Eh ben, à la hausse comme à la baisse. C'est un mouvement prévu. C'est une amplitude. Tout à fait. Alors, l'achat de straddle ne te donne pas une direction. Il te donne une amplitude que prévoit le marché. C'était un exemple. Par rapport à si ça fait une sinusoïde, c'est un exemple. Bah, vente d'options en général. Alors plutôt vente d'options couvertes. C'est-à-dire que je vais vendre un put et je vais acheter un put en protection. Le marché, il monte ou il stagne 80% du temps. Donc si tu vends un put, bah, tu gagnes 80% du temps. Voilà. Mais par contre, les 20% du temps où il baisse, si tu n'as pas un money management adapté, les 2 fois sur 10 que tu vas perdre, tu peux bouffer tous les gains que tu as gagnés avant. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un money management adapté, de façon à ce que quand tu perds, bah, tu perds une somme précise, mais qui ne vienne pas faire perdre tout ce que tu as gagné précédemment, sinon ça ne sert à rien. Non, bah plutôt, il faut prendre une marge de sécurité. Donc un delta, toi tu parlais de delta 30, delta 20, 25, voilà. En fait, c'est toujours pareil, plus tu vas prendre un delta élevé, plus tu as un risque de te tromper élevé. Plus tu prends un delta faible, plus tu as des probabilités de réussite qui sont élevées. Par contre, la prime est plus faible. Il y a un juste milieu à trouver entre les deux. Et après, ça peut être aussi… ouais, mais donc dès que tu es en dehors de la monnaie, donc le timing doit être vraiment nickel pour que ça puisse fonctionner. L'avantage de vendre des options, c'est qu'on n'a pas besoin d'être bon au timing. Ça, c'est l'avantage. Ouais. Un peu de mal à comprendre pour vendre un put, acheter un put, vendre un call, acheter un put. Oui. Donc un peu dans les indices qu'on peut acheter ou vendre, c'est facile. Oui. Bah, ça vous rajoute, on va dire, ouais, ça rajoute. On peut dire que acheter un put, c'est l'équivalent de vendre un call. C'est baissier. Après, la puissance de la baisse et le risque-rendement est différent. Mais j'achète un put ou je vends un call, c'est baissier. Et si j'achète un put et je… Attends, je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, mais voilà, j'achète un call et je vends un put, c'est haussier. Voilà. Après, on choisit l'un ou l'autre en fonction de… Bah, quelle est la différence entre vendre un put ou acheter un call, par exemple? Eh ben, les probabilités de réussite, alors je parle trop vite, les probabilités de réussite, si je vends parce que là, si je prends l'exemple que j'ai affiché là, si j'achète un call de Strike 6075, je paye 100. Donc mon point mort, il est de 6075 plus 100. Bon, il faut quand même que le marché monte d'1,5% pour que je gagne de l'argent à expiration. Si je vends un put de delta, je sais pas, 25 par exemple, je touche que 50.
Mais pour que je touche ces 50, il suffit que le marché ne descende pas en dessous de 5850. Donc en fait, j'ai une marge de sécurité, une marge d'erreur qui est de, je sais pas, 3%, mettons. Alors que dans le cas contraire, je dois obligatoirement avoir raison d'au moins 1,5% pour gagner de l'argent. C'est pas la même chose entre avoir raison obligatoirement de X% ou avoir une marge d'erreur de X%. C'est pour ça que le rendement, il est différent. C'est plus rentable d'acheter un call parce qu'il faut obligatoirement avoir raison. Mais par contre, si tu as raison, ça paye. Et vendre un put, tu as le droit d'avoir tort. Et comme tu as le droit d'avoir tort, bah, ça gagne moins. En fait, tu choisis le strike que tu veux. Tu peux. L'achat d'un call, il faut toujours ajouter la prime que tu payes au strike pour connaître ton point mort. Dans l'achat d'options ou la vente d'options, il y a ce qu'on appelle une valeur temps. Et cette valeur temps, elle est différente en fonction que tu achètes un call dans la monnaie ou en dehors de la monnaie. Et si tu prends en dehors de la monnaie, tu n'as que de la valeur temps à l'intérieur. Et donc cette valeur temps, tu es sûr qu'au bout, elle va disparaître. Si ton sous-jacent ne bouge pas, elle disparaît. Et donc, pour avoir raison, encore une fois, il faut absolument que le sous-jacent il bouge dans un sens. Donc, si tu prends dans la monnaie, tu vois, alors ça, il faudra regarder sur nos vidéos de tuto. On explique là, dans la monnaie, en dehors de la monnaie. Et la valeur temps, c'est une composante qui est indispensable dans la prime d'option. Et donc, cette valeur temps, bah, encore une fois, elle est nocive. Pour un acheteur d'option, elle est nocive. Et donc, plus tu en as dans ton option, et plus c'est nocif. Si tu n'en veux pas beaucoup, eh ben, il faut acheter une option dans la monnaie. Tu auras moins de valeur temps. Tu as ce qu'on appelle la valeur intrinsèque. Et cette valeur intrinsèque, c'est une valeur si le sous-jacent il part contre toi. Mais si le sous-jacent il reste stable, c'est une valeur qu'on peut t'enlever. Voilà, donc il faut, encore une fois, entre vendre un put ou acheter un call, il y a ces deux stratégies qui sont fondamentalement haussières, mais tu en as une qui est plus rentable que l'autre, et une qui a plus de risque que l'autre. Il faut peser le pour et le contre. Voilà. Encore une fois, le vendeur put aura plus de succès en termes de pourcentage de réussite que l'acheteur de call. Et par contre, dans la vente de put, intervient la notion de couverture. Bah, il y a une marge qui est requise par le broker. Et si on veut réduire cette marge, ce qu'on peut faire, c'est acheter un put de façon à ce que cette marge soit réduite fortement et le risque également du coup. Oui, un spread, tout à fait. Et votre raisonnement, il est valable pour les condors, comme Strangle. Oui, pareil, oui. Voilà, c'est pareil. Les condors, on rajoute des histoires. Après, c'est des stratégies. Donc, ils ont donné des noms un peu spéciaux, hein, mais ouais, une fois qu'on les connaît, c'est juste de l'habitude. Hein. Donc, en fait, il y a tout le temps, il y a toujours que 4 possibilités. C'est où j'achète un call, un put, ou je vends un call, un put. Et après, on peut faire des combinaisons de ça, mais au bout du compte, c'est toujours la même mécanique. Par contre, quand on assemble l'achat d'un call et la vente d'un call en même temps, bah, ça fait des choses différentes. C'est pour ça qu'un pricer, c'est pratique d'avoir un pricer. Et puis un compte démo. Encore une fois, on ne peut pas se lancer sur les options sans compte démo, c'est pas possible. Si on veut recalculer